Il avait des chances de devenir un jour le président des États-Unis. Charlie sera président un jour, si bien sûr je ne suis pas contre lui. Oh, ça serait plutôt amusant qu'on s'affronte. Mais oui, ça serait drôle. Même si ses idées politiques divisent l'Amérique, le nom de Charlie Kirk revenait de plus en plus dans les sondages pour les présidentielles. Mais ce grand destin qui se dessinait ne s'écrira jamais, puisque Charlie est décédé le 10 septembre 2025 en plein meeting dans la rue, officiellement par un tueur isolé qui n'aimait pas ses prises de position politiques. Charlie laisse un public en deuil avec un sentiment d'inachevé, mais aussi des enfants qui vivront sans leur père, une femme veuve à tout juste 36 ans. Les cris de cette veuve résonneront dans le monde entier comme un cri de guerre. Je te soutiens à fond. Amen. Mais Charlie laisse aussi une amie, Candace Owens, qui ne croit pas du tout la version officielle de son assassinat. Charlie savait qu'il allait mourir jeune. La nuit précédant sa mort, il a explicitement dit qu'ils allaient le tuer demain. Cette amie, devenue la podcasteuse la plus écoutée dans le monde, a mené l'une des enquêtes les plus folles et controversées de l'histoire sur la mort de son ami. Donc aujourd'hui, Candace Owens affirme que j'ai tué mon mari ? Quoi ? Candace a vraiment accusé Erika d'avoir tué son propre mari. Oui, ce que fait Candace est absolument diabolique. Diabolique. On a pris Erika plusieurs fois en flagrant délit de mensonge. J'ai largement prouvé sa malhonnêteté. Arrête-toi ! Il est temps que je vous présente l'arbre généalogique d'Erika Kirk, pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe vraiment. Les médias dépeignent unanimement Candace comme étant devenue complètement folle. De grosses entreprises et des noms très influents font campagne contre elle. J'ai été le rabbin de Michael Jackson pendant 2 ans, et ce que j'ai à dire concernant Candace, c'est que c'est une tragédie qu'une femme avec un tel talent d'éloquence donné par Dieu ait décidé de l'utiliser pour propager de la haine. Le président actuel des États-Unis la clash très violemment, mais Candace, seule contre tous, Qui sont les alliés de Candace ? Elle n'en a plus aucun. Je pense qu'elle est absolument toute seule. refuse de s'arrêter Je m'adresse directement à vous, monsieur Donald Trump, le président des États-Unis. et va de plus en plus loin en faisant entrer le dossier Charlie dans une dimension paranormale et une guerre contre des élites secrètes. Il y a des éléments de rituel sectaire dans la mort de Charlie. Ça pourra vous paraître fou si vous n'avez pas étudié le frankisme et l'occultisme, mais tout ça est bien réel. Alors est-ce que Candace est vraiment devenue folle ou est-ce que c'est ce monde qui est fou ? La vérité est folle dans un monde de mensonges. On m'a appelé pour me dire de rester loin de Candace Owens. Aujourd'hui, on va se plonger au cœur de l'enquête de Candace en gardant une vue d'ensemble et un regard critique. Ce qu'on cherche très concrètement à savoir ici, c'est qui a tué Charlie ? Est-ce que c'était vraiment un simple tueur fou et isolé ? Ou est-ce que ça faisait partie d'un programme bien plus grand, secret, occulte et dérangeant ? Je prie pour que tu te réveilles, Charlie. Jeffrey Epstein n'était pas un conseiller financier, il n'était pas un gestionnaire de fonds spéculatifs. Jeffrey Epstein était un acteur clé dans une opération de chantage menée sur plusieurs années contre les personnes les plus puissantes de la planète. On entre dans un vaste et sombre terrier du lapin. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite bien sûr la bienvenue dans les coulisses de la Fame. On s'intéresse ici aux faces cachées de l'industrie du divertissement. Aujourd'hui on bifurque un peu puisqu'on est sur un terrain plus politique, mais vous allez le voir déjà, les enjeux qui en découlent vont bien plus loin que la politique. Si vous pensez que c'est une bataille politique entre la gauche et la droite, il est temps de vous réveiller et de mettre vos opinions politiques de côté pour comprendre ce qui se passe vraiment. Et cette affaire est en lien direct avec de nombreux grands noms de l'industrie musicale, dont Kanye West, Nicki Minaj et surtout Michael Jackson. Elle m'accuse de l'avoir tué. Les habitués de la chaîne, vous allez le voir, Charlie Kirk est une pièce ô combien importante dans le puzzle des morts étranges de l'industrie qu'on est en train de reconstituer.
Pour les nouveaux bien sûr, bienvenue. Si le concept vous plaît, en cours de route, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous invite tous à prendre vos pop-corn, votre boisson, à vous installer bien confortablement. Et sans plus attendre, on entame le dossier Charlie et on revient en 2018, une année où tout a basculé et où Charlie a commencé à avoir d'étranges prophéties. Nous sommes au printemps 2018. Charlie Kirk travaille avec Candace Owens. Ensemble, ils forment un duo complice et déterminé qui commence à avoir de plus en plus de visibilité. Ils enchaînent les débats sur les campus universitaires et participent à toutes sortes d'événements pour partager leurs idées conservatrices, en particulier à la jeunesse. C'est essentiel que tu aies un livre sur lequel te reposer. Chaque leader et chaque peuple ont leur livre de référence. Nous, le nôtre, c'est la Bible. Alors quel est le tien ? Je sais que c'est pas évident, mais pense-y. Merci mec, je t'invite vraiment à penser à ça. Leur objectif affiché est clair, encourager les jeunes à réfléchir par eux-mêmes, à questionner ce qu'on leur présente, notamment ce que les médias au sens large leur présentent. Peut-être que les médias t'ont menti ? Pour faire passer leur message, Candace et Charlie travaillent sans relâche. Charlie savait, et je le sentais aussi, que nous étions à l'aube de quelque chose d'énorme. Détail qui aura son importance, durant cette période, Charlie et Candace écoutent beaucoup un artiste, Kanye West. On écoutait les musiques de Kanye West littéralement tous les jours, en particulier la musique Power. Candace, soutenue par Charlie, critique tout particulièrement la culture hip-hop afro-américaine. Elle estime qu'elle a des répercussions très néfastes et ignorées dans la société, en particulier dans la jeunesse des quartiers populaires. Écoutez un peu ce que Jay-Z apprend à faire à vos enfants. Écoutez vraiment. Vous comprendrez alors le résultat de ce qu'on constate. Et je ne vous parle même pas des figures comme Cardi B qui feront croire à vos filles que le succès consiste à retirer ses vêtements. Regardez ce qui était numéro 1 dans la culture noire avant et ce qui est numéro 1 maintenant, vous réaliserez que quelque chose de grave est arrivé dans notre culture. On avait des figures comme Diana Ross. Ses chansons parlaient d'amour, de se sentir bien, c'était classe. Aujourd'hui, écoutez sérieusement les paroles de Cardi B qui est en ce moment même numéro 1. La culture noire est retenue en captivité. Demandez-vous quelles valeurs ils sont en train de mettre en avant. Plus que jamais en 2018, cette opinion est extrêmement minoritaire et mal vue. Candace reçoit énormément de critiques, beaucoup l'accusent de trahir sa propre communauté, d'être une vendue. C'est dans ce contexte très tendu que tout bascule. Le 21 avril 2018, une superstar internationale lui apporte son soutien, Kanye West. Il poste un tweet très simple mais qui va pourtant changer le cours de l'histoire. Je cite « J'aime la façon dont Candace Owens réfléchit ». Ces 7 petits mots ont un effet immense. Kanye West, en plus d'être un génie de la musique, est extrêmement influent. Il a un rôle clé dans la pop culture. Il est à cette période en plus marié à la plus grande star de télé-réalité, Kim Kardashian. Ainsi, du jour au lendemain, des millions d'internautes, pas du tout intéressés par les sujets abordés par Candace, découvrent sa façon de penser. L'écrivain, expert en psychologie et dynamique de masse, Scott Adams, parle de ce tweet de Kanye West comme d'un bug dans la matrice, dans le sens où, selon lui, Kanye a cassé une sorte de vision unique imposée par les médias et Hollywood. Avec ces 7 mots, il a déchiré toute la réalité. Kanye West est censé être ici, tandis que Candace est de l'autre côté. Les deux ne sont pas censés dire que l'autre dit des réalités. Kanye West a libéré des millions de personnes d'une prison mentale, ce qui pourrait concrètement mener au Golden Age. Candace affirme qu'elle a eu le sentiment d'avoir manifesté ce tweet. En fait, à force d'écouter Kanye West tous les jours et de s'imprégner de son énergie, elle avait l'impression que l'univers, d'une certaine manière, lui avait répondu. Nous pensions avoir manifesté ce tweet. Je sais que c'est contraire à la doctrine chrétienne, mais je n'étais pas catholique à cette période. Il est important de comprendre cet élément pour comprendre ce qui s'est passé après.
Difficile de saisir toutes les subtilités de l'univers, les fréquences, la métaphysique qui auraient pu entrer en jeu ici, mais il y a un aspect bien plus concret qui a joué un rôle ici. Kanye West se rapprochait à cette période d'un artiste qui n'hésitait pas à tout remettre en question et à être totalement hors système, XXXTentacion, qui vivait d'ailleurs sa dernière année. Si tu écoutes un artiste de façon récurrente, en particulier si c'est ton artiste préféré, il est vraiment essentiel que tu comprennes qui est vraiment cette personne que tu laisses t'influencer. Kanye reconnaît qu'XXXTentacion l'a beaucoup influencé, il lui a d'une certaine manière élargi sa perception du monde, et il a retrouvé cette façon radicale de tout remettre en question chez Candace. Chez Candace, je vois une curiosité enfantine, qui consiste à tout remettre en question. J'ai un enfant qui est exactement comme ça. Je ne dis pas que Candace est une enfant, évidemment, c'est une femme accomplie, mais ce que je veux dire, c'est que j'aime sa curiosité. Elle est toujours là à demander « Pourquoi c'est comme ça ? Oui, mais il y a ça. Pourquoi on fait ça ?» Candace est vite allée à la rencontre de Kanye West, qui a rejoint leur duo. Au vu de leur grande exposition, Charlie avait des étoiles plein les yeux, mais il avait aussi un étrange pressentiment. Il explique à Candace que la nuit, il fait des rêves intenses et fatals, comme s'il allait mourir précipitamment. Charlie envoie par texto à Candace qu'il sent qu'il est au bord de faire une vraie révolution, mais que malgré tout, il n'est pas sûr de pouvoir la vivre jusqu'au bout. Candace lui répond que c'est bizarre, elle tente de dédramatiser cette conversation qui commence à devenir assez glauque, mais Charlie lui répond qu'il est persuadé que c'est la vérité. Il explique que la prophétie dont il est convaincu au plus profond de lui-même est vraiment triste et qu'il espère se tromper. Mais si ce n'est pas le cas, elle sera son David. L'expression qu'il utilise est une expression biblique. David représente le petit, l'outsider, qui ose affronter le géant, le système, les idées dominantes pour faire éclater la vérité. Il avait des visions de sa mort. Il savait qu'il ne vivrait pas la fin de la Révolution, mais il savait que sa mort serait liée à la Révolution, qu'elle permettrait aux gens de se réveiller. Charlie savait déjà tout ça en 2018. C'est extrêmement troublant pour moi de relire nos messages aujourd'hui, parce qu'évidemment, à l'époque, je lui avais dit « Ok, bon, il est temps d'aller se coucher, Charlie, tu dois être fatigué. » Mais il me disait qu'il en rêvait tout le temps. Et il a, comme vous le savez, fini par mourir. Vus rétrospectivement, ces messages dévoilés par Candace Owens font froid dans le dos et ont de quoi faire penser à de réelles prémonitions, à une intuition inexplicable qui dépasse la compréhension humaine. Et ce n'est pas la première fois que Charlie Kirk a des aptitudes qui relèvent de l'inexplicable. C'est très bizarre de rencontrer quelqu'un et de se dire qu'il ferait un bon président. Mais je vous assure qu'en voyant Charlie pour la première fois, je me suis immédiatement dit que cet homme sera un jour le président des États-Unis. Né à Chicago en 1993, Charlie Kirk était un enfant curieux et brillant à l'école, souvent décrit comme un leader naturel. Alors qu'au collège, les élèves sont en général intéressés par la télé et les jeux, Charlie, lui, était intéressé par la politique et l'économie. Dès la 6e, il obtient le prix de l'élève qui a l'étoffe d'être un futur président. Ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que la famille de Charlie est issue de la classe moyenne et n'est pas du tout engagée politiquement. Ses parents étaient donc les premiers surpris par la maturité et les intérêts de Charlie. Il y a aussi autre chose d'encore plus surprenant concernant leur fils. Les lumières avaient tendance à s'éteindre lorsque Charlie s'approchait d'elle. C'est Candace, la première à avoir révélé cet étrange phénomène. Lorsqu'il allait courir à la tombée de la nuit, les lampadaires s'éteignaient automatiquement comme par magie quand il passait en dessous. C'était comme si il était constitué d'une trop grande énergie face à ces lumières. Cette anecdote à la frontière du paranormal a été confirmée par Erika, la femme de Charlie. Oh, ça arrivait beaucoup, oui. Parfois, les lumières se mettaient à clignoter.
C'était dû à une histoire de fréquence. Charlie a aussi confié quelque chose de très étrange à Candace Owens, un récit qui cette fois n'a jamais été confirmé par Erika ou par d'autres proches. Selon Candace, Charlie a une intelligence nettement supérieure à la moyenne qui a attiré l'attention de son école. Après plusieurs tests, des médecins auraient détecté chez lui un prétendu trouble de l'hyperactivité. Des spécialistes et des membres du gouvernement auraient alors recommandé à ses parents de le mettre sous traitement médicamenteux. Mais sa mère a catégoriquement refusé. Pour elle, Charlie n'était pas malade, il était simplement surdoué. Il était tout jeune, il voulait le droguer, mais sa mère a refusé. Charlie en était très reconnaissant d'ailleurs. La mère de Charlie a alors accepté un compromis, envoyé Charlie dans une école spécialisée pour enfants à haut potentiel. Charlie aurait plaisanté sur cette école en l'appelant une école X-Men, donc un établissement destiné à des élèves aux capacités extraordinaires. Charlie et Candace ont eu plusieurs discussions très sérieuses sur ces systèmes de détection. Ensemble, ils ont exploré les théories. Ils se sont demandé si, par exemple, ces programmes ne servaient pas de couverture pour repérer des individus avec des capacités intellectuelles, voire psychiques particulières que les autorités auraient tout intérêt à surveiller ou encadrer. C'est le type de théorie qui manque clairement de sources et de preuves, mais pour lesquelles Charlie et Candace discutaient avec beaucoup d'intérêt. Quoi qu'il en soit, au lycée, Charlie devient de plus en plus entreprenant. Il organise des actions comme un boycott de cookies à la cafétéria du lycée pour protester contre une hausse des prix. À 17 ans, Charlie écrit une tribune pour dénoncer un parti pris libéral dans les manuels d'économie du lycée. Cette tribune le conduit à passer à la télé, sur la chaîne Fox News. Il y a des milliers et des milliers d'euros que ma génération devra payer sous forme d'intérêts ou d'impôts à cause de cette économie qui stagne. Après quelques mois à la fac, Charlie abandonne ses études parce qu'il n'en peut plus d'attendre de bâtir son propre mouvement politique. Selon lui, la fac était littéralement en train de suivre aveuglément une trajectoire qui n'allait nulle part. Il voulait changer les normes, changer les mentalités, impacter le monde politique. Ses parents, inquiets, lui ont alors donné 90 jours pour prouver la viabilité de son projet. Et c'est donc sans argent, sans relation, mais avec une idée précise qu'en 2012, Charlie lance son organisation de militantisme politique, Tipeee USA. Pour pouvoir vivre de son activité, Charlie s'est vite ouvert aux donations privées et son projet a intéressé des grosses fortunes, dont un multimillionnaire, Foster Friess, qui partageait ses idées. Il lui a offert forcément une certaine crédibilité et des finances, même si à côté il y avait un prix à payer pour Charlie, puisqu'il perdait une partie de sa liberté. Il a forcément quelques comptes à rendre aux personnes qui le financent, ce qui peut le bloquer à l'avenir, par exemple s'il venait à changer d'avis sur certains sujets. Quoi qu'il en soit, c'est avec ces documents signés en 2012 qu'un étudiant ayant abandonné la fac est devenu patron d'une organisation à plusieurs millions de dollars. Charlie a vite développé son concept le plus emblématique, aller débattre dans des campus universitaires sur les thèmes choisis par les étudiants. Tout le monde a le droit de prendre la parole au micro. Ils m'expliquent en quoi leur vision politique est bonne, en quoi la mienne est mauvaise, et pendant 3 heures, je reste là, à la vue de tous. Sans notes, sans intelligence artificielle, c'est un combat de gladiateurs pour les meilleures idées de l'Occident. L'influence de Charlie progresse alors petit à petit, il devient une voix conservatrice de plus en plus écoutée, un personnage emblématique des universités. Mais Charlie, contrairement à cette image de personne à qui tout réussit, n'était pas un homme sans faille. Depuis son adolescence, il mène un combat intérieur profond, une addiction à la pornographie. Une lutte qu'il considérait comme bien plus répandue et destructrice que la société ne veut l'admettre. C'est l'addiction la plus répandue de notre ère moderne, et pourtant c'est l'addiction la moins abordée. C'est bien plus addictif, et il est bien plus dur de s'en libérer que l'addiction à l'héroïne. Et je m'appuie sur de nombreuses recherches neuroscientifiques. Les répercussions sur le plan relationnel sont folles. Charlie décide, malgré son statut et ses ambitions politiques affichées, de se livrer sur ce sujet tabou. Il explique sa lutte, donne des clés pour en sortir, en particulier aux jeunes. Je déteste être le genre de personne qui prend sa propre expérience pour une généralité, mais je vous assure quand même que si vous utilisez ce poison dans votre vie, vous êtes dans une mauvaise passe. Dieu a des plans bien plus grands pour vous. Beaucoup pensaient que cette vulnérabilité lui coûterait sa crédibilité politique. Pourtant, c'est exactement l'inverse qui s'est produit.
en montrant ses failles, Charlie est devenu, pour des milliers de jeunes qui se reconnaissent en lui, une figure de grand frère, voire parfois même une figure de père de substitution. Aux États-Unis, des millions d'enfants grandissent sans père ou avec une figure paternelle défaillante. Selon Charlie, c'est justement l'un des plus gros fléaux de la société américaine. C'est pour cette raison qu'il voulait se rapprocher autant des jeunes, avec la volonté de devenir pour eux un modèle masculin fiable. Bien sûr, ses positions politiques divisent beaucoup. Certains le détestent. Mais tu es qui, toi ? Je suis suffisamment important pour te faire te déplacer et parler à ce micro. Ah, tu te sens vraiment fier d'aller débattre avec des jeunes étudiants qui n'ont pas du tout l'habitude de parler en public comme toi ? Oh, tu veux notre casquette ? J'ai eu un appel du docteur de ta mère. Apparemment, elle a oublié de t'avorter, espèce de fils de p... Oh waouh, tu sembles si gentille. Tu as quelqu'un qui t'aime dans ta vie ? D'autres l'adorent. Moi, je suis pas venu pour débattre avec toi, mais pour te demander certains conseils. C'est tellement agréable de te rencontrer. Je suis très reconnaissante que tu viennes dans notre campus. Et une partie des étudiants ont vu leur vision du monde changer via l'approche de Charlie. Chandler Crump, par exemple, un étudiant, explique que les personnalités politiques ont tendance à parler avec condescendance. Mais pas lui, il fait attention à nous. C'est pour ça que les jeunes l'écoutaient. En 2017, pendant une conférence, Charlie rencontre Candace Owens, qui à cette période commençait à se faire remarquer avec quelques vidéos virales sur YouTube. Nous, en Amérique, nous n'avons plus de liberté d'expression. Nous sommes censurés et opprimés par des forces bien plus puissantes que nous, qui aiment nous voir tous les uns contre les autres. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils gagnent à ce jeu-là. Mais nous sommes en pleine guerre de l'information. Et notre ennemi, ce sont les médias. Et immédiatement, alors qu'elle n'a pas candidaté, Charlie veut faire intégrer Candace dans son organisation Tipeee USA. Alors j'ai rencontré Candace dans un événement au mois de novembre. Candace, tu peux me corriger si je me trompe, mais je pense qu'une demi-heure après t'avoir rencontré, j'ai demandé si je pouvais t'embaucher. Parce qu'elle a une incroyable confiance en elle, elle s'exprime extrêmement bien, elle est charismatique, elle est redoutable, et elle est drôle en même temps, elle est directe. Ce qu'elle parvient à faire avec succès, c'est faire converger le monde de la culture et le monde politique, c'est quelque chose de très inhabituel. Ce choix a d'ailleurs été hautement salué par Donald Trump, qu'ils soutenaient tous les deux à cette période. Le plus grand accomplissement de Charlie Kirk pourrait bien être d'avoir trouvé Candace Owens. Ce sont deux personnes incroyables. Candace devient directrice de communication dans l'organisation de Charlie, mais aussi sa plus fidèle partenaire de débat. Leurs passages ensemble deviennent vite viraux, puisque Candace, qu'on aime ou non ses idées encore une fois, est une excellente oratrice qui sait faire entendre sa voix. Un homme célibataire et une femme célibataire qui passent leur journée ensemble et qui surtout se comprennent à merveille et partagent la même vision du monde a forcément donné lieu à beaucoup de rumeurs. Candace et Charlie se sont amusés de ces rumeurs. Charlie Kirk, as-tu déjà eu un rencard avec Candace Owens ? Pas dans la vraie vie. Mais ils les ont démentis en affirmant qu'ils se sont toujours considérés comme des frères et sœurs. Candace voyait Charlie comme son meilleur ami. Il était mon meilleur ami, mon frère. Charlie la voyait comme son amie la plus loyale. Entourez-vous de personnes comme Candace qui, quoi que vous faites, pourront vous soutenir, tout en vous disant la vérité. En privé, elle vous dira la vérité, sera honnête, mais sera toujours publiquement là pour vous soutenir. Je sais que ça peut paraître un peu cliché, mais c'est vraiment difficile de trouver ce genre d'amis, ce genre de loyauté en amitié. C'est le type d'amitié vers laquelle il faut aspirer. Vous n'avez clairement pas besoin de quelqu'un qui vous mentira devant pour vous critiquer derrière. Oh oui, on connaît ce type d'amis. Mais je me soucie tellement de Candace. Le milieu politique est impitoyable. Vous êtes vraiment chanceux si vous avez un seul véritable ami. Candace et Charlie forment donc un duo incontournable et très prometteur dans les cercles conservateurs. Puis Kanye West, comme on l'a vu, s'ajoute dans le duo explosif, il leur donne une visibilité énorme. En 2018, le groupe d'employés chez Tipeee USA atteint les 300 personnes, mais le dirigeant du groupe, Charlie, a une intuition de plus en plus forte, celle que son destin sera fatal. Malgré cette intuition terrifiante, il révèle à son ami Candace qu'il n'en a pas peur, qu'il sait juste que c'est la vérité.
Il révèle aussi par SMS à Candace, je cite, « Je crois que tu étais la personne que Dieu voulait que je rencontre, celle qui mettra fin au combat. » J'ai une confiance absolue en Candace. Le passé nous a démontré de bien des façons qu'une seule personne pouvait changer le cours de l'histoire. Et je pense que vous êtes face à l'une des personnes qui, dans les 50 prochaines années, changera notre histoire. Candace affirme qu'à l'instant où Kanye West les a rejoints, tout est devenu très particulier autour d'eux. Le nombre de nouvelles recrues chez Tipeee USA après le tweet de Kanye West était fou. De nouvelles personnes soufflaient des idées à l'oreille de Charlie. J'ai clairement compris qu'ils étaient en train de détourner ses ambitions en lui faisant croire que l'argent était la vraie mesure du succès. Alors j'ai alarmé Charlie en privé. On était au restaurant, je lui ai dit de faire attention aux provenances de tout cet argent. Kanye lui explique de manière très claire que les célébrités d'Hollywood ne sont pas aussi libres que ce que le grand public ne l'imagine. Toutes les célébrités sont contrôlées. Kanye affirme que tout l'entourage des célébrités est filtré par les personnes qui dirigent dans l'ombre cette industrie. Il me disait que chaque personne qui l'entourait était un agent. Il m'a même soupçonné d'être un agent moi aussi. Je lui ai dit que je ne comprenais rien à ce qu'il me disait, puisque je ne venais pas d'Hollywood. Un tout nouvel entourage commence également à graviter autour de Candace et Charlie. Un entourage de plus en plus influent, avec des fortunes de plus en plus importantes. Ces personnes se mettent rapidement à encadrer leurs décisions, à leur faire signer de gros contrats. Ils leur demandent de prendre certaines distances avec Kanye West. On nous disait de ne pas parler avec Kanye West parce qu'il était fou. Charlie accorde sa confiance assez facilement à ce nouvel entourage haut de gamme venu pour l'aider. Mais Candace est beaucoup plus méfiante. Certains profils lui inspirent de mauvaises intuitions. Une certaine Stacy Sheridan en particulier. Tout chez cette femme me donne littéralement la chair de poule. J'ai alarmé à Charlie mon ressenti sur Stacy Sheridan. 2 semaines après leur rencontre avec Kanye West, Charlie et Candace reçoivent une invitation pour Israël. Invitation qu'ils acceptent. Tous deux célèbrent l'ambassade du pays qui venait d'être déplacée de Tel Aviv à Jérusalem. À l'aéroport de Tel Aviv, Charlie et Candace croisent une ancienne Miss des États-Unis, Erika Franzwe. Alors je viens d'une famille qui a une incroyable génétique. Merci papa et maman. Un personnage haut en couleur qui va devenir central dans notre histoire, puisqu'elle sera la future femme de Charlie. Je n'oublierai jamais ce jour à l'aéroport d'Israël, où j'ai regardé derrière moi et j'ai vu cet homme qui me paraissait si familier alors que je ne l'avais jamais vu. Rien n'arrive par hasard. De retour d'Israël, l'argent coule à flot. Charlie fait confiance à toutes ses grandes fortunes, il multiplie les poignées de main, il conclut des deals, il est séduit par ce nouveau monde d'influence qui s'ouvre à lui, mais Candace, elle, reste très vigilante. Une intuition forte l'envahit, celle qu'il faut partir, au moins un temps, pour revenir avec des idées plus claires. Elle demande alors à Charlie s'il accepterait de la suivre loin des États-Unis, direction l'Angleterre. Et Charlie accepte. Arrivée à Londres, pendant un event, Candace croise un regard qui lui semble familier alors qu'elle ne l'a pourtant jamais vu, celui de George Farmer. Je vous dis la vérité, à l'instant où je l'ai vu, il s'est passé quelque chose d'inexplicable qui m'est jamais arrivé. C'était comme si je le connaissais déjà et surtout, j'ai été prise d'un soulagement immense, comme si je l'avais enfin retrouvé. Je savais que je devais aller avec cet homme. George est le fils d'un multimillionnaire ayant fait fortune dans le trading de métaux. 17 jours seulement après cette rencontre, le très discret George Farmer demande Candace en mariage. Et Candace accepte malgré quelques mises en garde de Charlie. Charlie me disait « Oh là là, ça va pas être bon pour ton image, ça !» Et moi, j'étais en mode « Mais Charlie, c'est de l'amour, là, c'est pas une décision marketing !» Oh, et puis il a passé une soirée avec George et a totalement changé d'avis en validant mon couple. Il m'a envoyé par message « Le cœur de cet homme est merveilleux. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Je l'ai vu clairement. Il n'a pas peur que tu sois toi. » Charlie n'avait pas totalement tort. Se marier à un héritier millionnaire blanc a valu à Candace beaucoup de critiques.
Forcément, tu parles beaucoup des familles noires et puis tu finis par te marier avec un homme blanc. Tu peux comprendre que ça pose problème, non? Pas vraiment, non. Moi, ce que je trouve vraiment beau, c'est quand les personnes se lient parce qu'elles aiment cette personne. Je pense que ça n'a aucun rapport avec leur couleur de peau. Je n'ai jamais différencié mon mari par sa couleur de peau. Dans la foulée, toujours en 2018, Charlie trouve lui aussi l'amour auprès d'une nouvelle recrue chez Tipeee USA. Cette recrue, c'est Erika, la fameuse ancienne Miss qu'il avait aperçue à l'aéroport de Tel Aviv à peine quelques mois plus tôt. Rien n'arrive par hasard. J'étais avec ma mère dans cet aéroport, face à cet homme qui me semblait si familier. Ma mère m'a dit « Oh, bah va lui dire bonjour ». Et moi j'ai dit « Non maman, il va me prendre pour une folle ». Alors, je ne lui ai pas parlé pendant tout le trajet. Erika est une entrepreneure et mannequin à l'emploi du temps très chargé. Elle passe dans des clips, fait des apparitions dans des téléréalités. Elle est active dans des concours de beauté. Après près d'une décennie dans ce mode de vie, à enchaîner les déplacements, Erika arrive dans sa trentaine et recherche plus de stabilité, ainsi qu'un nouveau travail qui pourrait lui apporter cette stabilité. Elle candidate alors au sein de l'entreprise de Charlie, l'homme qu'elle avait aperçu quelques mois plus tôt à l'aéroport. Son entretien a lieu auprès du patron du groupe, Charlie, et l'entretien se passe bien. Il parle d'enjeux professionnels, mais aussi de philosophie de vie, de foi, d'avenir. Même si pendant ses concours de beauté, Erika avait donné une image de fille superficielle, s'il m'était accordé d'être excellent dans un domaine n'importe lequel je choisirais, de pouvoir rester devant un miroir ou un miroir à maquillage pendant plus de 20 minutes, pour enfin prendre un peu plus de temps à me regarder, et prendre le temps de me mettre mon maquillage et de prendre soin de mes cheveux. Je dis ça parce qu'en général, au bout de 20 minutes, je me dis bon allez hop, j'ai fini, j'ai mis assez de mascara, assez de rouge à lèvres, je vais dehors. Ça serait bien que je prenne un peu plus de temps. Oui, alors ça serait mon souhait. Charlie voit au-delà de ça et perçoit en Erika une femme intelligente qui est triplement diplômée en échanges internationaux, en sciences politiques et en études bibliques. Oui, Erika a le même livre que Charlie qui la guide dans tout ce qu'elle fait, la Bible. Notre rôle en tant que chrétiens est de faire en sorte que le paradis soit peuplé. Nous sommes des recruteurs pour le ciel. Erika est aussi une femme généreuse qui entreprend dans l'humanitaire puisqu'elle a bâti sa propre association qui vient entre autres en aide aux orphelinats de Roumanie. Erika coche toutes les cases de ce que recherche Charlie au sein de son groupe. Mais il lui dit en fin d'entretien qu'il ne veut pas l'embaucher, mais qu'il aimerait plutôt sortir avec elle. Erika, célibataire, lui offre sa chance. Je me rappelle être rentrée de cet entretien, avoir appelé ma mère en lui disant « Bon maman, je n'ai pas eu le job. » Elle m'a dit « Ah, ok, c'est pas grave. » Mais je lui ai dit « Par contre, j'aurais peut-être un petit ami ?» Elle m'a dit « Oh, bah c'est sympa aussi. » Le rencard Erika-Charlie se déroule à merveille. Erika remarque que Charlie a le don d'éteindre des lumières par sa simple présence. J'ai remarqué ça et il m'a dit « Oh, oui, ça m'arrive souvent. Alors, pendant tous nos rencarts, puis pendant tout notre mariage, à chaque fois qu'il y avait une lumière dans une pièce qui s'éteignait comme ça, il me faisait un petit clin d'œil. C'était notre petit truc à nous. » C'est ainsi le début de leur grande et belle histoire d'amour. Elle est magnifique, elle est très pieuse, elle croit en Dieu, c'est une bonne personne de l'intérieur qui fait confiance aux gens, elle pense aux autres avant de penser à elle-même, et elle sait aussi être très drôle. Je vous le dis honnêtement, je suis incroyablement béni de l'avoir dans ma vie. Pour Charlie, ce mariage représente ce qu'il y a de plus sacré. Il y a une raison pour laquelle l'habit de l'homme à son mariage est le même qu'il porte à un enterrement, c'est parce que tu dis au revoir définitivement à ton ancien toi, c'est la mort. La mort des comportements immoraux, c'est la mort de la mentalité « je fais ce que je veux », mais croyez-moi, c'est une mort pour une nouvelle naissance. Soucieux d'appliquer toutes les règles chrétiennes, il s'était entièrement préservé et était resté vierge jusqu'au mariage. Il affirme qu'Erika l'a fait grandir et qu'il n'a jamais été aussi heureux que depuis qu'elle est entrée dans sa vie. De son côté, c'est pareil, Erika, qui est très croyante, voit en Charlie une véritable bénédiction, un cadeau offert par Dieu.
Dieu savait que j'avais besoin de quelqu'un qui n'allait pas se jouer de moi, qui n'allait pas jouer avec mes sentiments, une personne loyale, une bonne personne, une personne qui craint Dieu, quelqu'un qui n'a aucun vice. C'est d'un homme comme ça que j'avais besoin. Alors Dieu m'a littéralement mis Charlie devant moi, genre tiens. Et je ressens vraiment que chaque étape de ma vie était là pour me préparer à sortir avec lui. La famille Kirk s'est rapidement agrandie avec l'arrivée de leurs 2 enfants. Tu sais ma fille, c'est ici que j'ai fait la connaissance de ta maman, pour la première fois ici, à cette table. Ça avait commencé par un entretien, on parlait de philosophie, de religion, de Jésus. Et puis j'ai réalisé que maman était vraiment très intelligente, élégante, proche de Christ. Alors, je lui ai dit, oublie cet entretien, je veux sortir avec toi. C'est comme ça que ton chemin a commencé ma fille. Je suis absolument obsédée par mon mari. Il est tout pour moi. Et notre mariage, notre famille est juste, parfaite. Nous ne sommes pas des êtres parfaits, mais notre mariage à mes yeux était parfait. Le couple Erika-Charlie voyait régulièrement le couple George-Candace. Mais Candace affirme avoir toujours ressenti un petit malaise inexplicable quand elle était auprès d'Erika. C'est juste que... Enfin, voilà quoi. Je ne saurais même pas expliquer pourquoi, mais je n'étais pas particulièrement proche d'elle. On n'était pas vraiment amis. Par contre, j'ai soutenu Charlie à fond. Je lui disais toujours d'y aller, de foncer, surtout que je savais à quel point il avait le cœur brisé à cette époque. Je ne vais pas entrer dans les détails par respect pour son mariage, mais c'était bien avant qu'il rencontre Erika. À ce moment-là, Charlie était complètement fou d'une fille. Il s'écrivait sans arrêt. Et pour tout vous dire, Charlie me demandait constamment de l'aide pour lui répondre. À la fin, j'ai presque eu l'impression que c'était moi qui étais en relation avec elle. Honnêtement, pendant près d'1 an, j'ai eu ce qui ressemblait à une relation lesbienne virtuelle avec cette fille. Et le pire, c'est qu'elle était vraiment drôle. Avec le temps, elle est même devenue une bonne amie à moi. D'ailleurs, elle était invitée à mon mariage. Mais malheureusement, malgré tout ce temps, elle n'était pas intéressée par Charlie. Alors quand Erika est arrivée dans sa vie, et qu'elle, pour le coup, s'intéressait réellement à lui, j'ai été incroyablement soulagée. Bon, il faut quand même préciser que lors de leur premier rendez-vous, Charlie essayait encore de rendre l'autre fille jalouse. Mais ça n'a pas duré longtemps. Très vite, il m'a dit « En fait, c'est Erika. C'est elle la bonne. C'est elle qui fait partie du plan de Dieu. » Candace ne parlait à personne de ce malaise inexplicable en la présence d'Erika. Charlie et Candace restaient proches dans leur vie perso, mais aussi professionnelle, puisqu'elle était toujours directrice de communication pour Tipeee USA, jusqu'en 2020, puisque Ben Shapiro, un dirigeant d'un média conservateur, lui a fait une proposition qu'elle n'a pas pu refuser. Il a proposé à Candace de devenir journaliste dans son média, le Daily Wire. Il lui propose ici le métier qu'elle voulait faire initialement, puisqu'elle a fait des études de journalisme, qu'elle n'a pas pu terminer à cause d'une dette bancaire trop importante. Candace quitte le groupe de Charlie en très bons termes. Elle continue occasionnellement à venir auprès de Charlie faire des débats, mais son travail à plein temps est chez Ben Shapiro, où elle commente la culture populaire avec un regard très critique et conservateur. Allons droit au but. Kim Kardashian est une prostituée. Sa mère est une mère maquerelle. Le prix à payer pour sa célébrité était le corps de sa propre fille. Elles sont très représentatives de notre société actuelle. Candace garde justement un lien très privilégié dans la pop culture via son amitié avec Kanye West, qui s'est renforcée à travers les années. Elle lui a présenté son mari, George Farmer, avec qui Kanye avait justement décidé de monter un business. Et le 17 octobre 2022, Kanye West déclare définitivement la guerre aux élites hollywoodiennes. Ils veulent me faire ce qu'ils ont fait à Michael Jackson. Il demande à faire une interview auprès de Candace Owens. Si jamais je disparais, on saura à quoi c'est dû. Seulement Ben Shapiro, patron de l'émission, décide au dernier moment de mettre un autre journaliste en charge d'interviewer Kanye. Le chanteur refuse. Candace s'emporte et décide alors de reprendre sa chaîne YouTube, un peu laissée à l'abandon, pour interviewer elle-même Kanye West.
Leur entretien fera scandale, il sera censuré comme on a pu le voir dans la vidéo concernant Kanye. C'est d'ailleurs précisément juste après cette interview que Kanye West a disparu 2 mois, puis est réapparu marié à Bianca Censori, qui a un profil extrêmement suspect comme on a pu le voir en détail encore une fois dans cette vidéo. C'est à ce moment précis aussi que Kanye a totalement pris ses distances de Candace et Charlie, officiellement parce qu'il a été pris dans sa tumultueuse romance auprès de Bianca Censori et qu'il s'est désintéressé des enjeux politiques. Candace est entrée dans une bataille juridique pour quitter le groupe de Ben Shapiro qui lui demandait d'immenses sommes d'argent. Il lui reprochait en fait des violations de contrats et le non-respect de clauses de non-concurrence. Elle les accuse, quant à elle, de vouloir empêcher son indépendance. Candace continue malgré tout son bout de chemin sur YouTube, et face à un contexte géopolitique très particulier, Candace et Charlie ont pour la première fois un profond désaccord qui concerne Israël. Quand vous avez cette réalité très objective sur votre téléphone, que tous les jours vous voyez ces enfants palestiniens mourir brûlés, que vous entendez ce cri de cette mère qui tient son enfant qui est mort, parce qu'au beau milieu de la nuit, une bombe a été lancée. Quand vous lisez des articles de médecins de guerre habitués des situations critiques, expliquez que ce n'est pas une guerre mais une annihilation. Et qu'en même temps, je vois tout ce beau monde d'Hollywood rester silencieux sur la question, parce qu'ils ont peur que ça impacte leur carrière, ça me répugne. Et je me dis qu'on vit dans un monde de lâches et d'hypocrites. Si vous déclarez la guerre à Israël, il est normal que vous en payiez le prix avec une réaction violente. Vous ne comprenez pas que si Israël tombe, l'Amérique tombera aussi. Ah bon? Donc les États-Unis n'existaient pas avant 1948? Quand je suis allé en Israël, les histoires bibliques se révélaient devant ces lieux. Je me suis dit, ce sont les mots de Dieu. Tout ça est bien réel. Ce ne sont pas des contes de fées qu'on raconte aux enfants. En allant en Israël, j'ai pu pleurer à l'endroit où Jésus a pleuré. C'est là-bas qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour nous offrir à tous la vie éternelle. Ils vendent des armes pour tuer des chrétiens en Arménie, le pays chrétien le plus ancien du monde. Mais personne n'en parle? Non seulement je vais exposer toute la vérité, mais croyez-moi, je la ferai résonner bien plus fort que le bruit de vos mensonges. Charlie Kirk et son épouse Erika font partie d'un courant chrétien évangélique sioniste, un mouvement très répandu aux États-Unis qui voit Israël d'aujourd'hui comme l'accomplissement d'une prophétie biblique. Ce mouvement auquel Donald Trump est associé était partagé par Candace Owens à l'époque où elle évoluait dans ces milieux évangéliques. Mais après sa conversion au catholicisme, qui a été influencée par son mari George Farmer, et après avoir fait ses propres recherches sur les conflits du Moyen-Orient, oh, imaginez vous rentrer dans votre maison un jour et voir que la porte est fermée à clé et que les réfugiés que vous avez laissés entrer vous disent que si vous tentez d'ouvrir la porte, vous allez vous faire tuer. C'est complètement insensé? Oh bah pourtant c'est de cette manière que cette terre leur a été donnée. Il n'y avait aucun échange commercial. Toute l'histoire de ce pays est immorale. Candace Owens a radicalement changé sa position. Oh, et aujourd'hui, nous dire que la volonté de Dieu est de tuer des enfants, c'est tout simplement stupide. Épargnez-nous votre théologie un instant et donnez-nous votre bon sens. C'est tout simplement stupide. Dans leur cercle politique, automatiquement, Candace était alors disqualifiée, discréditée. Candace Owens traverse sûrement une crise de santé mentale. J'ai réellement été excommuniée, un peu comme si je sortais d'une secte. On voulait me convaincre que j'étais la personne folle, pour avoir dit quelque chose de très logique. Pourtant, comme « c'est pas bien de tuer des enfants, on ne devrait pas faire ça ». Mais Charlie a toujours maintenu son soutien pour Candace, malgré leurs idées différentes sur cette question. Vous me demandez s'il faut boycotter Candace? Mais attendez, c'est quoi cette question? Vous vous moquez de moi ou quoi? Candace, c'est la meilleure. Elle est toujours dans notre équipe. On sera toujours Team Candace, parce que je serai toujours de la team liberté d'expression. Candace est un grand talent, elle dit beaucoup de choses, avec lesquelles je ne suis parfois pas d'accord, mais c'est ça qui rend notre relation et notre amitié intéressantes. Alors ne venez pas me dire à moi d'arrêter d'être ami avec quelqu'un à cause d'un désaccord. Je la connais depuis 7 ans maintenant. Et oui, Candace, c'est la meilleure. Charlie a énormément de considération pour Candace, donc même si elle évolue de son côté, il suit attentivement ce qu'elle fait. Et Candace, justement, fait des enquêtes très audacieuses.
Elle reçoit un ancien membre de l'agence de renseignement américaine, la CIA, qui lui fait des révélations alarmantes. 80% des gens qui travaillent à la CIA sont de bons patriotes, qui aiment l'Amérique et font tout simplement leur travail. Mais dans les 20% en haut, c'est là qu'il y a des profils très mauvais. Ces gens ne croient pas en la démocratie. Ils se moquent totalement de la Constitution. Ils violent les lois fédérales constamment. Et ces 20% font des choses similaires au projet MK. Connaître la vérité sur la CIA vous emmène forcément dans une toute nouvelle réalité. Ça change la façon dont on perçoit le gouvernement, mais aussi ce qu'on perçoit comme étant réel ou non. L'idée de départ de ce projet était de créer un individu qui pourra tuer quelqu'un sous des ordres sans en avoir le moindre souvenir. Fouillez un peu le cas Sirhan, on peut contrôler tout le monde, à l'exception des chrétiens. J'ai l'impression qu'il y a une certaine union entre la CIA et une autre organisation, non ? Oh, eh bien, disons que le Mossad est la sœur jumelle de la CIA. Les deux sont inséparables. Les deux organisations s'entraident à des fins de renseignement. Elles sont extrêmement proches. Candace reçoit aussi des artistes qui lui font des révélations troublantes sur l'industrie. Faire de la musique est quelque chose de très très spirituel. Mais sans conscience, ce sont des esprits ou des entités qui peuvent être canalisés par les artistes. Et leur rôle est d'accentuer les addictions, d'encourager le mal-être encore et encore. Tout fait sens si vous reliez les points. Il est vrai qu'en s'éloignant de certaines fréquences musicales, on se sent mieux, on se sent plus léger. Candace mène aussi une série d'enquêtes très controversées qui finissent de manière assez récurrente par viser Israël et leur agence de renseignement. Et que ce soit clair, il y a énormément de juifs qui ne soutiennent pas tout cela. Beaucoup de juifs américains et même des rabbins m'envoient des messages de soutien pour me dire qu'ils regardent mon émission et qu'ils ont bien compris qu'ils étaient eux aussi pris au piège par ces gens. Candace accuse notamment ce pays d'être derrière l'industrie pornographique. Il y a cet homme, un certain Ald Goldstein, dont on peut lire sur sa page Wikipédia qu'il se vante d'avoir créé la pornographie parce que, je cite, « Nous haïssons le Christ ». Ce n'est pas une théorie, c'est un fait. Cette enquête a forcément dû intéresser Charlie, qui est tombé dans les pièges de cette industrie. C'est l'addiction la plus répandue de notre ère moderne, et pourtant c'est l'addiction la moins abordée. Candace reproche aussi au même pays d'être derrière la mort du roi de la pop, Michael Jackson. Aujourd'hui, vous allez définitivement comprendre comment les médias peuvent vous faire croire que les bonnes personnes sont mauvaises et les mauvaises personnes sont bonnes, puisqu'on s'attaque à la véritable histoire de Michael Jackson. Pourquoi et surtout, qui l'a tué. Et pour cette enquête, Candace a reçu un soutien discret mais extrêmement révélateur et important, celui de la fille de Michael, Paris Jackson. Cette dernière, comme l'ensemble de la famille Jackson, pense que Michael a été tué par une vaste conspiration. Il voulait l'éloigner des projecteurs pour toujours, parce qu'il ne voulait pas de tout le bien qu'il faisait. C'était une si bonne âme. Mais Paris est aussi très protectrice. Elle réfute toutes les informations inexactes relayées sur son père. Elle a même boycotté le biopic sur Michael qu'elle accuse d'édulcorer la réalité. Clairement, Paris Jackson ne cherche pas le sensationnisme. Elle cherche à être au plus proche de la vérité et surtout à respecter l'héritage de Michael. Et à la sortie de l'enquête sur son père, faite par Candace, Paris Jackson a, dans la foulée, fait quelque chose de très symbolique. Elle s'est abonnée à Candace Owens sur Instagram. Et étant donné que Paris expliquait qu'elle tentait de jouer au jeu d'échecs de la bonne manière face aux personnes qui ont tué son père, cet abonnement peut rimer avec un ralliement discret indiquant que Candace viserait les personnes que Paris Jackson voit comme les assassins de Michael Jackson. Et qui vise Candace? C'est simple, toutes les personnes qu'on a pu voir en détail dans cette vidéo sur Michael, mais Candace y a aussi révélé leurs origines, leur soutien inconditionnel à Israël, et a ajouté dans la liste de ces personnes le rabbin Shmuley Boteach. Elle m'accuse de l'avoir tué. Ce dernier se vante d'avoir été un loyal conseiller spirituel pour Michael Jackson, mais Monsieur Boteach oublie de dire qu'il figurait aussi dans la liste d'ennemis de Michael Jackson. Oui, c'est une information confirmée, Michael, qui était pourtant connu pour aimer tout le monde, avait élaboré une liste de personnes qu'il considérait comme ses ennemis. Et son ancien conseiller spirituel figure dans cette liste. Candace et Monsieur Boteach ont pu débattre dans un échange très tendu.
Candace Owens n'a jamais rencontré Michael Jackson. J'ai été le rabbin de Michael Jackson pendant 2 ans. C'est une vraie tragédie qu'une femme, avec un tel talent d'éloquence donné par Dieu, ait décidé de l'utiliser pour propager de la haine. Non seulement elle s'appuie sur des mensonges et des fabrications contre Israël. Par exemple, quand elle dit qu'Israël abrite des Tout d'abord, je vais réfuter votre affirmation, selon laquelle je mentais à propos des pédophiles. C'est sur la CBS News qu'on peut lire que la Jewish Community Watch traque des pédophiles présumés depuis des années. Quel est son nom? Quel est le nom du pédophile? Pourquoi ne pas parler du Vatican et de tous les cardinaux qui ont protégé les pédophiles? S'il vous plaît, arrêtez de me couper la parole. Vous avez dit des mensonges que je suis en train d'exposer un à un. Mais alors quel est le nom du pédophile dont vous parlez? Quel est son nom? Je tente de le dire pour une 3e fois. Son nom est Jimmy Julius. Mais vous êtes en train de faire vos recherches? Ça veut dire que vous racontiez tout ça sans savoir de qui vous parliez avant? Je vous donne simplement l'article qui s'intitule « Comment les pédophiles juifs échappent à la justice en allant en Israël ». C'est étonnant que vous n'ayez jamais condamné les pédophiles catholiques, alors que tout le monde sait que c'est le plus gros scandale du monde. Mais vous ne citez que nous? Oh, eh bien, c'est un nouveau mensonge. Dans mon émission, j'ai longuement exposé l'incrustation de ces pratiques dans l'Église catholique. Je suis très vocal au sujet que toutes les religions abrahamiques ont été infiltrées par des satanistes. Mais vous avez décidé de prendre seulement la partie où je vise le judaïsme. Par contre, je confirme qu'il sera difficile de trouver un seul catholique qui pourra autant défendre la pédophilie que vous qui vous emportez quand je la dénonce. Ce qui me dérange le plus sur Candace, pour être honnête, c'est qu'elle se prétend être chrétienne. Quand Jésus vous dit que vous êtes censé tendre l'autre joue, je ne vous vois pas tendre l'autre joue. Quand Jésus dit que les doux hériteront du royaume, vous ne faites pas preuve de douceur. Si vous êtes chrétienne, alors moi, je suis la seconde venue du Christ. Oh, eh bien, cher rabbin, si vous voulez qu'on se réfère aux Écritures, celle qui m'interpelle est « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font des ténèbres, lumière et de la lumière, ténèbres. » Si vous voulez approfondir encore les Écritures, ce qui est révélateur pour moi aussi, c'est Apocalypse 3, verset 9. La synagogue de Satan, ils se diront être juifs, mais ne le sont pas. Ils mentent. Les gens savent discerner et voir ce qui est bien et ce qui est mal. Et ce que vous êtes en train d'accomplir est clairement mal. Vous ne pourrez jamais me faire me sentir à l'aise devant le meurtre impitoyable de 18 000 enfants. Et votre technique, qui consiste à mettre sous pression, de dire que cette personne sera licenciée, que cette personne n'aura plus de travail. La Fédération sioniste d'Australie a réussi à bannir mon visa, mais si c'est le prix à payer parce que votre organisation a manifestement beaucoup d'argent, eh bien, qu'il en soit ainsi. C'est bien moindre que ce que subissent les Palestiniens. Alors non, en tant que chrétienne, jamais je ne soutiendrai ce que Benjamin Netanyahou est en train de faire. Vous êtes, cher rabbin, l'incarnation de ce que je dénonce, puisque vous m'intimidez et vous me menacez depuis 2 ans maintenant, pour le simple fait, je le rappelle, d'avoir critiqué Israël. Je reçois une tonne de messages me disant « Candace, fais attention pour ta sécurité, précise que tu n'es pas suicidaire. » Mais putain, ce n'est pas normal. Excusez-moi mon vocabulaire, mais il y a trop de choses normalisées ici. On a le droit de critiquer tous les pays du monde. À l'exception de celui qui a pris contrôle du nôtre, si on n'a pas le droit de les critiquer, c'est que nous sommes dans une nation occupée. Et s'il faut que des gens se sacrifient, crie ça tout haut, je le ferai. Et tout ce dont il faut être sûr, c'est que s'il venait à m'arriver quoi que ce soit, ce sont les sionistes. Et c'est sûr à 1000%. C'est mon testament. Charlie, pendant tout ce temps, continue son soutien inconditionnel pour Israël et refuse de commenter les enquêtes de Candace. Mais cette question lui revient de plein fouet pendant certains de ses débats à l'université. Ce que tu fais, Charlie, est vraiment bien. Tu aides les gens à se réveiller, tu as beaucoup de convictions. Mais il y a un sujet sur lequel je dois te questionner, Israël. Tu soutiens à fond ce pays et je peux le comprendre d'un point de vue superficiel et biblique. Mais on nous ment depuis la création de ce pays. On nous ment sur toutes les guerres. Elles sont financées par des familles de l'élite, par la famille Rockefeller, la famille Rothschild. Ta vision du monde est tellement problématique, tu cherches à blâmer des personnes pour tous les problèmes, tu tentes de trouver des liens, des connexions, pour créer un soi-disant grand réseau que tu blâmeras pour tous tes problèmes. C'est un vrai cancer du cerveau d'avoir de tels raisonnements, ça t'empêche d'avoir un jugement critique pour pointer du doigt un petit groupe de gens. Ce type de raisonnement n'a pas sa place dans une société décente. Et tuer des innocents palestiniens a sa place dans une société décente ? Charlie, il est écrit dans la Bible qu'un peuple se présentera comme le peuple élu de Dieu, mais participera à l'Apocalypse. Charlie, on vit la fin des temps. Oui, sur ce point, on est d'accord
On est peut-être effectivement en train de vivre la fin des temps, mais pour le reste, on sera toujours en désaccord. On a fait le tour alors. Que Dieu te bénisse. Je te fais une prière lévitique. Je prie pour que tu te réveilles, Charlie. En septembre 2025, Charlie fait une interview avec Ben Shapiro, l'ancien patron de Candace, et il y tient une position assez étonnante. On conteste les médias au sujet du Covid, sur le confinement, sur l'Ukraine, sur la gestion des frontières, mais peut-être qu'on devrait aussi se demander si les médias disent totalement la vérité sur Israël. C'est juste une question, hein. On sait qu'il ne faut pas toujours croire les médias. Et moi, je suis assez conditionné à toujours poser des questions critiques. Alors Ben, certains accusent Israël de faire un nettoyage ethnique. Charlie Kirk fait aussi une émission avec Megyn Kelly, l'un des noms les plus connus de la télé américaine. Tous les deux sont pro-Israël, mais Megyn est très énervée parce qu'elle remarque qu'à l'instant même où elle émet la moindre critique ayant un lien avec ce pays, elle reçoit en privé des messages d'intimidation. Je me suis fait intimider par les meilleurs à ce jeu-là. Les meilleurs. Mais ça ne marche pas, et ça ne marchera pas. Plus ils vont tenter de me convaincre que je n'ai pas le droit de critiquer Israël, plus je vais justement le faire. J'ai simplement soulevé l'idée que Jeffrey Epstein pouvait possiblement être un agent du Mossad ou y être affilié d'une manière ou d'une autre. Et je maintiens que c'est une piste qui mérite d'être creusée. Charlie est content que quelqu'un expose le problème qu'il rencontre lui aussi en interne. Je suis tellement content que tu aies parlé de ça. Je suis totalement d'accord avec toi, Megan. Je pense avoir été le plus grand des défenseurs, quitte à ce qu'on se moque parfois de moi, et je précise que je ne vais pas faire de généralité. Il y a beaucoup de gens dans le camp pro-Israël qui sont très doux, très nuancés, aimables, qui me disent que j'ai le droit d'être avec eux sans pour autant être constamment d'accord avec eux. Mais il y a une autre partie, oui, comme tu l'évoques. La fin de leur entretien est extrêmement révélatrice. Je vous invite à regarder attentivement la réaction de Charlie. Ce que j'ai à dire, c'est que je ne vous appartiens pas. Je ne prends pas un seul dollar qui soit relié à une organisation liée au judaïsme ou je ne sais quoi. Ça n'a jamais été mon cas. Ce n'est pas le modèle de mon émission. Alors je dis les choses comme je les vois. Je n'ai aucun compte à rendre. Ceci est mon émission. Charlie ne pouvait pas dire que lui aussi ne leur doit rien, puisque ses financements sont des soutiens indéfectibles d'Israël. Vous vous souvenez les fameux contrats qu'il a signés en 2012 ? C'était avec un millionnaire pro-Israël. Ses plus gros donateurs, arrivés à partir de 2018, sont également des soutiens inconditionnels de ce pays. Il leur doit d'une certaine manière la réussite de son mouvement politique. Il leur doit son immense maison, dans laquelle il vit une vie des plus confortables avec sa famille. Contrairement à Megyn, Charlie leur appartient d'une certaine manière et semble finalement comprendre qu'il n'a pas vraiment le choix d'avoir un avis différent sur cette question. Les messages dévoilés par Candace Owens attestent que Charlie était sous pression face à ses donateurs. Charlie avait donc deux choix, le choix de la facilité, mettre fin à cette pression en acceptant de garder la position qu'on lui demande en coulisses, ou alors refuser, se mettre en danger financièrement, être confronté à des clauses dans des contrats qui pourraient lui coûter très cher. Charlie est sous pression dans la semaine du 8 septembre 2025. Dans un groupe WhatsApp, il écrit explicitement qu'il refuse de se laisser intimider et que ça ne lui laisse pas d'autre choix que de quitter la cause pro-israélienne. Ces screenshots sont authentifiés. Ils ont été dévoilés initialement par Candace qui les a obtenus via des informateurs au sein du groupe Tipeee USA. L'organisation Tipeee USA a confirmé que ces messages étaient bien vrais, tout en précisant que Charlie avait envoyé ces messages dans la colère et sur le coup de l'émotion, qu'il ne fallait donc surtout pas les interpréter comme une rupture définitive et réfléchie avec la cause israélienne. Charlie explique aussi dans ces mêmes messages vouloir inviter Candace Owens à un événement, un choix qui lui était refusé par ses donateurs. Le même jour, Charlie prend une décision étrange, celle de ne pas emmener ses enfants à l'école pour une raison toujours inexpliquée. Le lendemain, même s'il n'est pas catholique, Charlie fait venir un prêtre catholique chez lui pour prier pour lui et sa famille. La cause de cette venue n'est pas précisée. Certains affirment que c'est à cause d'un article qui venait de sortir la veille dans le journal Jezabel. L'article s'intitule « On a payé des sorcières pour jeter un sort à Charlie Kirk ». Le ton de cet article se voulait satirique,
mais Charlie aurait pu être effrayé, se sentir attaqué sur le plan spirituel. Mais pour son ami Candace, ce n'est pas du tout cet article qui a effrayé Charlie, mais plutôt ses intuitions et le fait qu'il venait à peine de réaliser à quel point ses donateurs ont le doigt long et refusent de le laisser avoir son propre avis. Le même jour, Charlie Kirk s'enregistre dans son studio de tournage et on voit qu'il a clairement pris sa décision, ne pas être tenu sous pression et arrêter de soutenir ce qu'on lui demande de soutenir. Jeffrey Epstein n'était pas un conseiller financier, il n'était pas un gestionnaire de fonds spéculatifs. Jeffrey Epstein était un acteur clé dans une opération de chantage menée sur plusieurs années contre les personnes les plus puissantes de la planète. Et cette stratégie de chantage est utilisée quotidiennement. Les preuves tendent vers le fait qu'Epstein était une création de la part du Mossad, donc l'agence de renseignement israélienne, ou bien de la CIA, ou encore de l'agence de renseignement saoudienne. Charlie passe dans un podcast très connu où il maintient sa position. Oh, je dois faire attention à la façon dont je vais le dire. Mais ils essayent réellement de faire un nettoyage ethnique à Gaza. Et je n'utilise pas ce terme à la légère. Le lendemain, Charlie débat dans un campus universitaire dans l'Utah, comme il avait l'habitude de le faire. Mais ça sera son dernier débat, son dernier jour de vie sur Terre, puisqu'un tir d'une incroyable précision a tué Charlie. Né en 2003, Tyler Robinson est un geek absolu, très solitaire et introverti, qui passait la majeure partie de son temps sur des jeux vidéo, notamment Call of Duty. Il était aussi actif dans des forums en ligne un peu bizarres, remplis de mèmes absurdes, d'humour noir et de références que seules les personnes de leur groupe peuvent comprendre. Tyler a été élevé dans une famille mormone très stricte, mais après le lycée, il a radicalement changé, il a entamé une relation avec une personne transgenre et est devenu très progressiste, en rejetant violemment les valeurs conservatrices de son éducation. Il voyait dans les discours de Charlie beaucoup de parallèles avec l'éducation mormone centrée sur la Bible. Pour lui, ces idées représentaient un danger pour l'avenir. Alors il a décidé de mettre fin à ce danger en appliquant ce qu'il a appris dans ses jeux vidéo et dans sa culture internet dans la vraie vie. C'est la conclusion de l'enquête officielle, un mobile politique clair, mêlé à une instabilité psychologique, et les preuves contre Taylor Robinson sont accablantes. Il y a littéralement un message dans lequel il reconnaît son crime en affirmant avoir fait ça pour mettre fin à la haine. Mais il y a aussi son ADN retrouvé sur une arme proche du crime, des images de vidéosurveillance le plaçant sur les lieux de manière assez suspecte, et une note manuscrite très explicite, puisqu'il est écrit sur les douilles, je cite, « Si tu lis ça, tu es gay ». Un humour noir qui reflète parfaitement ce qu'on peut voir dans les forums qu'il consultait. Charlie Kirk aurait ainsi été au mauvais endroit, au mauvais moment et surtout face à la mauvaise personne. Cette version est assez atypique, mais pourtant très crédible. Les personnes instables, ça existe. Aux États-Unis, le droit au port d'armes découle souvent sur ce genre de tragédie. Ironie du sort d'ailleurs, Charlie Kirk, qui défendait le droit au port d'armes, affirmait lui-même que ce type de drame arrivait. Il est clair qu'on ne pourra pas avoir aucun décès par arme à feu. C'est impossible. Mais je pense qu'il est acceptable qu'il y ait malheureusement quelques décès par an afin de pouvoir préserver notre second amendement et protéger nos droits fondamentaux. Mais il y a quand même quelques détails troublants qui invitent à la prudence face à ce jugement facile de Tyler Robinson. Tyler est un amateur de carabine. Réussir un tir précis à environ 150 mètres avec une carabine standard relève d'un niveau professionnel. Surtout que Charlie a été touché à la jugulaire, une zone très petite dans le cou qui provoque une mort quasi instantanée. C'était un tir extrêmement précis. On peut imaginer que Taylor Robinson, rempli de haine, ait pu exceller dans sa tentative, mais ça reste un détail assez étonnant. Un autre élément est important à garder en tête, la balle qui a atteint Charlie Kirk n'a pas été formellement reliée à l'arme de Tyler.
Donc techniquement, le FBI l'a d'ailleurs confirmé, il n'est pas impossible qu'un autre tireur soit impliqué. Selon cette hypothèse, Tyler pourrait avoir été piégé et servir de bouc émissaire pour masquer un assassinat beaucoup plus sophistiqué. Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, a rapidement déclaré que son pays n'avait rien à voir avec cet assassinat, tout en déplorant la mort de Charlie Kirk, qu'il considérait comme un de ses fidèles soutiens. Cette prise de position n'a pas convaincu tout le monde, et surtout pas Candace Owens. C'est assez étrange. Le moment choisi n'est pas opportun, surtout que les gens savent que ses opinions sur Israël ont beaucoup changé, en particulier à la fin de sa vie. C'est malhonnête de vouloir faire oublier ce changement, et c'est tout simplement bizarre de préciser qu'ils n'ont rien fait de mal. Et puis, il y a Trump, ne l'oublions pas, qui à peine quelques minutes après la mort de Charlie, a publié une photo de Charlie et lui, générée par intelligence artificielle, avec le drapeau israélien. Ça fait vraiment penser à un programme de propagande, tout ça. Face à l'enquête officielle qui se recentre de plus en plus sur Taylor Robinson, Candace mène de son côté une contre-enquête. Je peux vous dire que si vous voyez votre ami se faire tirer dessus à la vue de tous de cette manière, vous avez seulement deux options. Vous pouvez détourner le regard par peur de subir la même chose que lui, ou alors vous vous battez à mort pour découvrir qui est vraiment derrière ça, et je choisis l'option 2. C'est le début d'une des enquêtes les plus folles qui ait jamais vu le jour, suivie par des dizaines de millions de téléspectateurs. Candace cherche à élucider coûte que coûte qui a tué son meilleur ami. Il est hors de question que vous me persuadiez, moi et le reste du monde, que tout cela est normal. Vous souhaitez que l'on passe à autre chose ? Je vois que les proches de Charlie sont déjà en train de gérer l'héritage et la succession, mais nous découvrirons ce qui s'est vraiment passé le 10 septembre 2025, et je ferai la guerre à quiconque qui tentera de m'en empêcher. Mais c'est vraiment difficile de trouver ce genre d'amis, ce genre de loyauté en amitié. C'est le type d'amitié vers laquelle il faut aspirer. Si j'ai un conseil à donner au monde, c'est de faire très attention à Candace Owens. Elle est redoutable, et vous battre contre Candace finira très mal pour vous. Il savait que sa vie allait être courte, et il savait que je serais la seule à me battre pour lui. Il savait que ce serait moi, son David. Pendant qu'Erika a un comportement qui laisse de nombreuses personnes perplexes. Le 10 septembre, le jour fatidique, Erika n'était pas auprès de Charlie comme à son habitude. Elle était à l'hôpital auprès de sa mère qui avait un rendez-vous important. Elles suivaient toutes les deux en direct le débat de Charlie à l'université, puis Erika éteint son téléphone afin d'avoir plus de tranquillité dans sa conversation avec sa mère. Elle reçoit une dizaine de minutes plus tard un appel inhabituel du chef de la sécurité de Tipeee USA qui lui informe que Charlie s'est fait tirer dessus, qu'elle doit mettre ses enfants à l'abri. Erika part en courant et s'effondre dans le parking de l'hôpital. Le reste de la journée est un véritable cauchemar. Elle passe une nuit dans un hôtel hautement sécurisé, auprès de ses enfants qu'elle réussit à endormir et à rassurer comme elle le peut face à cette situation. Seule dans sa chambre, Erika ne parvient pas à dormir et la lumière de sa salle de bain clignote anormalement. Elle tente de l'éteindre, mais l'éclairage reste actif et continue de clignoter de façon anormale. Une partie de moi n'arrivait pas à dormir parce que tout mon monde venait de s'écrouler. Et une autre partie n'arrivait tout simplement pas à dormir à cause de la lumière qui ne s'éteignait pas. Vu l'étrange lien entre Charlie et les lumières, Erika y voit là un signe, celui que Charlie veille sur elle dans l'invisible. J'ai vu ça comme un signe qui voulait dire « Bébé, je suis auprès de toi. Je sais ce que tu ressens. » Le lendemain, Erika décide d'aller faire du shopping et dépense la maudite somme de $1000 de vêtements. Chacun fait son deuil à sa manière. Alors si quelqu'un le fait d'une manière bizarre, n'y voyez surtout pas de signification particulière. Chacun fait son deuil à sa manière, bien sûr, mais ça reste un comportement assez étonnant de la part d'Erika. Et surtout, ça ne sera pas son dernier moment insolite.
De son côté, Candace était en train de préparer son émission habituelle. Elle continuait son enquête très suivie sur le couple présidentiel français. Elle s'apprêtait à entrer dans une dimension d'ailleurs plus spirituelle, mais elle apprend juste avant de tourner son émission en direct par son assistante que Charlie nous a quittés. Elle annule alors son émission du jour. Elle fait le lendemain une émission spéciale sans publicité pour rendre hommage à son ami. Je ne pourrais souhaiter ça à personne. Et surtout pas à quelqu'un qui a le cœur de Charlie. Il aimait sa famille, il aimait sa femme, il aimait son pays. Après 5 jours de deuil en silence, Candace commence à s'emporter contre ce qu'elle considère être de l'hypocrisie de la part du Premier ministre israélien. Oh, il commence à y avoir des mensonges qui circulent et des semi-vérités présentées comme véridiques. Et elle commence par la même occasion à mener sa propre enquête parce que l'enquête officielle ne la satisfait pas. Donc, un étudiant qui n'est jamais allé dans cette université a su précisément où se placer puis a escaladé les toits comme Spider-Man et a réussi son coup avec une balle qui s'est désintégrée qu'on ne peut pas identifier. Vous pensez vraiment être en mesure de nous arrêter avec cette narrative qui n'a aucun sens? Au même moment, Erika tient des discours poignants. Mon mari Charlie voulait sauver les jeunes hommes. Les jeunes hommes exactement comme celui qui lui a pris sa vie. Mais ce jeune homme, je le pardonne. I forgive him. Je le pardonne parce que c'est ce que le Christ fait. Il pardonne. Et c'est aussi ce que Charlie aurait fait. La réponse à la haine n'est pas la haine. La réponse est l'amour. C'est la réponse qu'on connaît des évangiles. Puis elle se filme sur le cercueil de son mari et trouve approprié de montrer à ses millions d'abonnés Charlie décédé, un choix qui a mis beaucoup de personnes mal à l'aise. Je t'aime, je t'aime. Erika sera soutenue par le président qui vient aux obsèques de Charlie. Erika commentera justement à propos des funérailles de son mari que c'était, je cite, l'événement du siècle. Erika fera des entrées de plus en plus festives qui mettront encore une fois de nombreux internautes mal à l'aise. Erika est élue la nouvelle présidente du groupe de Tipeee USA. Faites du bruit pour la dirigeante de Tipeee USA, Erika Kirk. Et elle enverra des notes vocales pour motiver ses employés que certains trouveront inappropriées. Mon mari est mort. Je veux pas être morbide, mais il est mort. Je crois qu'on a fait 200 000 ventes de produits dérivés. Je suis tellement fière de vous tous. Vous avez honoré mon mari de la plus belle des manières. Et on a encore plein de travail. C'est bizarre de dire que ça m'excite. J'ai vraiment hésité à dire ce mot. Mais je pense que ça vient vraiment d'un état d'esprit de paix, puisque je sais que Dieu est en train d'utiliser tout ça pour diffuser le message de l'Évangile. Erika enchaîne les interviews. Elle dit explicitement que ce qui la dérange le moins dans la disparition de Charlie, c'est d'élever leurs enfants seuls, parce qu'elle a elle-même été élevée seulement par sa mère. Son raisonnement peut se comprendre sur le plan personnel, mais il est assez perturbant, puisque l'une des causes principales défendues par Charlie Kirk était justement que les enfants devaient grandir avec leurs deux parents. Erika livre aussi des conseils à la jeunesse qui feront polémique. On a besoin de futurs bons leaders, de bons maris, de bons pères de famille, de la même manière que l'était le mien. Alors surtout, ne laissez personne vous rabaisser parce que vous êtes des jeunes hommes. En particulier si vous êtes des jeunes hommes blancs de sexe masculin. Erika n'aborde à aucun moment les théories qui circulent sur la mort de Charlie. Elle reste dans sa posture de deuil en faisant pleinement confiance aux autorités. La justice fait son travail, ne vous en faites pas.
Candace, de son côté, fait de moins en moins confiance aux autorités. Elle accuse le groupe Tipeee USA d'avoir menti à Charlie sur le niveau de sécurité mis en place le jour de l'événement. Elle relève plusieurs contradictions dans les récits de Brian Harpole, le responsable de la sécurité, et celui d'autres cadres concernant les protocoles de sécurité, l'utilisation de drones et la coordination avec la police locale, et demande alors publiquement si Charlie n'aurait pas été victime d'une trahison interne. La décision de tuer Charlie semble avoir été approuvée par quelqu'un qu'il considérait comme un ami. Candace est clairement déchaînée, elle pointe du doigt la moindre petite incohérence, elle va même jusqu'à révéler une étrange coïncidence aérienne. En effet, entre 2022 et 2025, 2 avions militaires égyptiens ont croisé les déplacements d'Erika Kirk à 73 reprises, dont 29 fois en la présence de Charlie. Cette information est vérifiée, voici un tableau répertoriant les déplacements qui coïncident. Tout porte à croire que 2 avions militaires suivaient Erika. Il est vrai que cette info est un peu bizarre, dite comme ça on ne sait pas trop quoi en faire, mais c'est une coïncidence extrêmement faible, estimée à 0,000000001%, qui pourrait, si ce n'est pas une coïncidence, révéler que le couple était surveillé par une puissance étrangère. Le jour de l'assassinat de Charlie, les 2 avions étaient là. L'un des 2 est parti le matin, mais l'autre a été allumé le matin pour rester sur place, puis il a été éteint et a été rallumé 17 minutes après l'assassinat de Charlie. Il est resté allumé 49 minutes et 53 secondes, puis il a de nouveau été éteint. Alors, il y a 2 possibilités. Peut-être qu'il faisait une vérification, une opération de maintenance qui n'a rien à voir avec Charlie. Ce serait une fois de plus qu'une coïncidence, mais ne soyons pas dupes, un avion militaire d'un autre pays est équipé de moyens de communication pour brouiller les satellites. C'est utile pour passer un appel de manière intraçable. Cette explication est folle, elle peut paraître disproportionnée, extrême, mais Candace défend qu'elle fait là le travail de n'importe quel enquêteur sérieux, à savoir fouiller la moindre petite incohérence, vérifier si les coïncidences sont vraiment des coïncidences. Candace n'épargne rien ni personne, enfin si, une personne est totalement épargnée à cette période, Erika. Au contraire, Candace affirme qu'Erika fait partie des seules personnes qu'elle autoriserait à mettre un terme à son enquête si jamais elle estimerait qu'elle part trop loin et qu'elle manque de respect envers Charlie. Je vais être très clair, il n'y a que 2 personnes qui peuvent me faire m'arrêter sur ma lancée, à savoir mon mari, ou bien Erika Kirk. Personne d'autre. Je maintiens que je suis prête à tout pour découvrir ce qui s'est vraiment passé. Je ne vais pas m'arrêter, à moins qu'Erika me demande de m'arrêter. Rapidement, Erika est alors interrogée sur l'enquête de Candace et sa réponse est sans appel. La podcasteuse Candace Owens, qui pendant un temps était une amie de Charlie et qui pendant un temps travaillait dans son entreprise, est devenue l'une des personnes diffusant le plus de théories conspirationnistes et elle se fait énormément d'argent sur ces théories. Elle a monté son empire sur ses mensonges. Alors, qu'est-ce que tu aimerais lui dire ? Arrête-toi! Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Arrête-toi! Erika me demande d'arrêter. Et ma réponse est « Non !» Contrairement à ce qu'elle avait promis, Candace refuse d'arrêter son enquête, puisqu'elle refuse d'être accusée de mentir sans qu'on lui démontre précisément quel mensonge elle a donné. On me demande d'arrêter mes mensonges. Elle a monté son empire sur ses mensonges. Seulement, je ne trouve aucun mensonge de mon côté. Alors, éclairez-moi. Les mensonges sont plutôt du côté des équipes de Charlie. En voici quelques-uns. Dire que Charlie n'a jamais affaibli son soutien pour Israël était un vilain petit mensonge, par exemple. Dans cette même interview, Erika ridiculise totalement l'histoire des avions égyptiens et explique une nouvelle fois croire à 100% l'enquête faite par les autorités. Je le répète, tout le monde aime quand il y a des histoires cachées dans les histoires, mais parfois il n'y en a pas. J'ai vu les autopsies. Et puis, sérieusement, des avions égyptiens ? Donc tu crois bel et bien que Taylor Robinson a tué ton mari ? Oui, j'y crois.
Erika est aussi très énervée de savoir qu'au sein de son organisation Tipeee USA, des infos privées sont souvent envoyées à Candace Owens. Alors elle licencie une trentaine d'employés qu'elle soupçonne d'être des taupes et des soutiens silencieux de Candace. Les tensions entre Erika et Candace semblent avoir atteint un point de non-retour, mais une personne va tout changer. La journaliste Megyn Kelly, qui a elle-même formulé des critiques envers Israël, ne croit pas aux théories avancées par Candace Owens. Je crois que le vrai meurtrier de Charlie Kirk a été arrêté. Son nom est Tyler Robinson. J'ai tout un tas de raisons pour croire en cette version. Et beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi. Beaucoup de gens pensent que c'est plus complexe, que les autorités nous mentent, avec tout un tas d'incohérences dans la version officielle. Et ces personnes ont tout à fait le droit de croire ça. Je ne partage pas cet avis, mais c'est OK. C'est ça l'Amérique. Chacun est libre d'avoir son propre avis. Mais des personnes me demandent d'aller attaquer Candace. Et je leur réponds publiquement, allez vous faire foutre. Je n'ai aucune obligation de haïr les personnes que vous haïssez. J'ai appris en coulisses que Candace subissait certaines choses de la part de personnes que je respectais autrefois. Megyn Kelly refuse de s'acharner publiquement contre Candace et veut calmer les tensions qui vont beaucoup trop loin. Elle joue alors un rôle de médiatrice entre Candace et Erika. Elle organise un rendez-vous qui a lieu en privé, sans caméra, sous haute sécurité, dans une ambiance digne d'un thriller politique. Je préférais ne pas boire leur eau, j'ai ramené ma propre bouteille, mais je n'ai même pas bu dedans. C'était assez intense. Je redoutais beaucoup l'énergie d'Erika. Allait-elle argumenter, être plutôt ouverte, se préparer à m'envoyer une menace juridique ? Leur entretien a duré 4h30. Elles ont abordé leurs points de divergence et Candace, tout comme Erika, affirme avoir eu une discussion très productive. Elles ont notamment découvert qu'elles étaient d'accord sur de nombreux points, notamment sur le fait que les répercussions de la mort de Charlie ont eu des effets positifs inattendus, comme un regain de foi dans la jeunesse. Et oui, aussi improbable que ça puisse paraître, voir à quel point la vie peut être éphémère à travers la disparition brutale d'une figure emblématique des universités a créé un véritable électrochoc au sein de la génération Z américaine, qui les a rapprochés de la foi chrétienne de Charlie. Si le Seigneur offrait à Charlie la possibilité de revenir sur Terre, mais lui révélait d'abord tout ce que sa mort allait engendrer, tout ce dont elle serait le catalyseur, alors il refuserait ce retour. Il existe tant de choses dans notre monde qui nous échappent encore. Je parle des réalités métaphysiques, de ces dimensions invisibles que la plupart des gens ignorent. L'enfer est bien réel, et je pense qu'il y a quelque chose de particulier dans la mort de Charlie. Elle a amené les gens à prendre conscience de ces dimensions et à voir que les démons existent bel et bien. Candace et Erika sont toutes les deux chrétiennes pratiquantes, donc ces chiffres, ce renouveau spirituel inspiré par Charlie a beaucoup d'importance. Il met du sens dans toute la tournure de ces événements tragiques, mais bien sûr sur d'autres points, Candace et Erika restent en profond désaccord. Erika part ensuite faire la promo du livre de Charlie tout en s'occupant de l'organisation Tipeee USA. Candace continue de son côté son investigation sur la mort de Charlie à mesure que l'enquête officielle avance. Elle révèle notamment avoir eu plusieurs sources internes chez Tipeee USA lui affirmer que la veille de son assassinat, Charlie avait envoyé par message « Ils vont me tuer demain ». La nuit précédant sa mort, il a explicitement dit qu'ils allaient le tuer demain. Et de nombreuses personnes étaient au courant de cette information. Alors, pourquoi un détail aussi important a été gardé sous silence tout ce temps ? L'existence d'un tel message est formellement démentie par Erika. J'ai son téléphone. Et non, il n'a jamais dit qu'ils allaient le tuer demain. Je peux vous assurer à 1000% qu'Andrew Colvett, de chez Tipeee USA, m'a personnellement dit que la nuit précédant sa mort, Charlie lui a envoyé précisément qu'ils allaient le tuer demain. Et il n'est pas le seul à me l'avoir confirmé. Les tensions entre Erika et Candace reviennent donc de plus belle, et Candace décide de lancer une nouvelle investigation approfondie, étroitement liée à Charlie, une investigation qui concerne cette fois Erika Kirk. Et cette enquête sera plus que perturbante.
Alors, il se passe quelque chose de très étrange. Une jeune femme qui n'a absolument aucune qualification professionnelle dans ce milieu vient d'être nommée dirigeante d'une grande organisation ayant récolté plus de 250 millions de dollars l'année dernière. Et les médias nous disent que nous n'avons pas le droit de nous interroger sur son profil, avec comme argument principal, évidemment, que son mari a été assassiné. C'est assez perturbant, puisque n'importe qui, dans n'importe quelle situation étant arrivé à un tel niveau de responsabilité, fait généralement l'objet d'un examen approfondi. Mais cette Erika semble comme intouchable. On nous dit qu'il n'y a rien à regarder. Alors, laissez-moi clarifier quelque chose. Si l'on n'a rien à cacher et que l'on est dans la vérité, on ne devrait absolument pas craindre un examen approfondi. Tout d'abord, Candace expose des mensonges d'Erika. Ce qui m'inquiète avec Erika, c'est pas tellement le fait qu'elle mente, mais c'est surtout que je ne sais pas si elle est consciente de mentir. Vous allez le voir. C'est comme si elle ne se souvenait pas des choses. Comme si la version qu'elle raconte aujourd'hui venait tout juste d'être téléchargée dans son esprit et que par conséquent, elle pense vraiment que c'est la vérité. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas certaine qu'elle ait pleinement conscience de ses mensonges, parce que certains de ces mensonges sont absolument stupides. Parmi les mensonges révélés par Candace, il y a notamment l'enfance d'Erika, qui affirme que sa mère célibataire l'a élevée seule, mais qui révélait pourtant il y a à peine 1 an plus tôt avoir été élevée par un père au foyer. Je ne pourrais pas critiquer les pères au foyer, puisque certains doivent avoir ce rôle de manière temporaire. C'était le cas de mon père. Oui, mon père a été père au foyer pendant quelques années. C'était assez unique et touchant. J'avais 4 ans. Erika affirme aussi avoir été dans une longue période de célibat avant sa rencontre avec Charlie. En 5 ans, je n'ai eu aucun rendez-vous amoureux. Et je savais que je me devais d'être prête pour avoir le mari que j'avais demandé au Seigneur. Et Candace démontre que c'est faux, avec des tweets, des photos, les noms de ses ex et les archives des auditions d'Erika avec son ex qui tentait de participer à une émission de télé-réalité. Tu es beau. Je leur montre mes pecs. Oh, oui, le sexe, ça fait vendre. Candace détruit l'image très pieuse qu'Erika s'est construite, puis elle révèle une relation jugée dérangeante qu'a eue Erika à ses 25 ans avec une fille de 15 ans. La jeune fille s'appelle Gilliane et elle affirme qu'elle était chez une amie du collège quand une personne a sonné à la porte, Erika. Erika venait réclamer des règlements de loyer puisque son copain à cette période était le propriétaire de la maison, mais les parents n'étaient pas là et le feeling est incroyablement bien passé entre Erika et les 2 filles. Les 2 ados savaient qu'elles étaient en face d'une ancienne Miss, alors elles étaient toutes admiratives. Erika leur a donné quelques conseils, puis le feeling est tellement bien passé qu'Erika a pris le numéro de téléphone de Gilliane. Bon, c'est plutôt étrange d'entrer dans une maison avec 2 filles de 15 ans qu'on ne connaît pas et de finir par avoir leur numéro de téléphone. C'est assez difficile pour moi de rationaliser ça. Elles sont devenues très proches. Sur les archives Instagram de la fille en question, on peut voir qu'Erika la complimente beaucoup, qu'elle était sur le ton de l'humour jalouse parce qu'elle ne voulait pas que cette jeune fille ait de nouveaux amis. Erika envoie des cadeaux à Gilliane. Elle lui envoie par message qu'elle a de magnifiques yeux, de magnifiques lèvres, une magnifique peau. Candace a réussi à contacter la fille en question qui a aujourd'hui 27 ans et qui lui a confié qu'elle trouvait avec du recul cette relation avec Erika très inappropriée, mais que leur amitié était purement virtuelle puisqu'elles ne se sont jamais revues après leur première rencontre. Erika ne cherchait donc pas spécialement à revoir sa nouvelle amie, mais elle voulait par contre qu'elle voie son ami, un photographe. Leur dernier message atteste qu'Erika a organisé un soir une rencontre entre Juliane et un photographe et que leur amitié a soudainement pris fin. Comme si cette belle amitié virtuelle visait à ce que Juliane rencontre ce photographe. Organiser une telle séance photo sans aucune autorisation des parents de la fille de 15 ans est terrifiant. Ce qu'a fait Erika est terrifiant. Juliane a affirmé à Candace que le photographe était très bizarre et que, sans vouloir rentrer dans les détails, elle se souvient s'être sentie très mal à l'aise.
Un élément intéressant à savoir sur cette fille est qu'elle n'avait plus son père à la maison à cette période. Si je soulève ce point, c'est parce qu'avec Charlie, on parlait souvent des conséquences de l'absence des pères et de la vulnérabilité de ces ados ou enfants sans père, qui sont des cibles faciles pour être intégrés dans des mauvais réseaux. Candace insinue que les agissements d'Erika font dangereusement penser à ceux d'une recruteuse pour des réseaux. Vous savez, un petit peu comme l'était Ghislaine dans le réseau Epstein. Repérer, rassurer les jeunes filles, les mettre en confiance pour organiser des rencontres avec des personnes qu'elles n'auraient jamais rencontrées en temps normal. Erika n'a jamais réagi à cette histoire. Candace a poursuivi son enquête en révélant des incohérences sur la date de naissance d'Erika. Elle affirme être née le 20 novembre, alors que ses papiers officiels indiquent qu'elle est née le 22 novembre. Ça pourrait être une erreur de rapport bien sûr, ou un nouveau mensonge étrange d'Erika. Tout ce qui concerne les premières années d'Erika est louche. La date de mariage des parents d'Erika change elle aussi d'un document à un autre. Erika dit avoir des origines suédoises, cyrano-libanaises, italiennes. Pourtant, lors d'un passage en Israël, elle écrivait en légende sur Instagram qu'elle se trouvait sur la route de ses ancêtres. Candace Owens a décidé d'élargir son investigation en enquêtant sur la famille d'Erika. Il est temps que je vous présente l'arbre généalogique d'Erika Kirk, pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe vraiment. Alors là, on atteint ma limite. Qu'on s'en prenne à moi, qu'on me traite de n'importe quoi, je m'en fiche. Qu'elle aille dans ses terriers du lapin, je m'en fiche. Mais là, qu'elle s'en prenne à ma famille. Quand on s'attaque aux personnes que j'aime, là c'est non, il faut que ça s'arrête. Erika vient d'une grande famille de francs-maçons en Suède et elle était très proche de son grand-père puisqu'elle a publié de nombreuses photos d'eux. Elle se fait des centaines de milliers d'euros pour chaque épisode en s'en prenant à des personnes que j'aime parce que soudainement, elle pense qu'ils font eux aussi partie du grand complot. Non mais, il faut que ça s'arrête. Les arrière-grands-parents maternels d'Erika ont été impliqués dans des jeux d'argent illégaux de la Pennsylvanie dans les années 50. Un type d'activité qui rappelle factuellement celle des mafias hollywoodiennes à la même période. On a d'ailleurs vu en détail ces liens dans la vidéo concernant Kanye West, puisque la famille de sa femme est elle aussi reliée à ces activités. La mère d'Erika, Lori Franzwe, a fondé plusieurs entreprises de cybersécurité qui travaillent pour le gouvernement américain. Son père, Kent Franzwe, a quant à lui fondé une société de consulting dans le secteur de la défense qui signe des contrats avec l'armée américaine. Ces profils très ancrés dans les contrats militaires et gouvernementaux sensibles nourrissent les soupçons de Candace Owens. Erika est dans la continuité de sa famille, elle aussi très proche de l'armée. En partenariat avec l'armée justement, Erika a fondé à ses 18 ans l'association Everyday Heroes Like You, qui soutenait entre autres un orphelinat en Roumanie. Cet orphelinat se trouve près de la base militaire américaine de Mihail Kogalnițneanu, l'une des zones les plus clivantes du trafic. Erika a collaboré avec le colonel Otto Bucher, qui fait l'objet d'une plainte roumaine l'accusant d'être impliqué dans un réseau de prostitution de mineurs reliés à la base et au service d'Israël. Alors la plainte date de 2019 et n'a pas abouti, il n'existe aucune preuve qu'Erika soit impliquée dans ces crimes, mais ça reste une connexion et une zone d'ombre très sombre qui hante le passé d'Erika. Erika a aussi travaillé avec des pasteurs et des employés visés dans des plaintes ou scandales liés à des abus sexuels impliquant souvent des mineurs, en particulier dans ses années de modèle photo pour l'organisation Next Model Management, une agence étroitement liée à Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein et Erika ont des chemins qui se sont peut-être croisés. Il y a quelque chose qui cloche quand on voit à quel point elle gravite dans ses affaires. Je trouve ça très difficile à croire que ce sont constamment des coïncidences qui expliquent qu'elle se retrouve dans des pays, dans des entreprises, dans des écoles qui sont constamment reliées à Jeffrey Epstein. Sachez que j'ai eu 4 confirmations différentes de chez Model Magazine, confirmant qu'Erika avait des réunions avec les patrons qui invitaient constamment Jeffrey Epstein. Ils étaient très proches, les mails d'Epstein le confirment. Et personne ne savait pourquoi Erika était conviée à ces réunions qui n'incluaient habituellement pas les modèles.
J'ai contacté Erika et son équipe juridique avec des questions très précises sur ces implications et ces informations qui m'ont été remontées. Et 48 heures plus tard, je n'ai toujours pas obtenu de réponse. Face à tous ces profils, toutes ces connexions, une femme a crié et accusé Erika qui était en plein discours. Il est important de vous rappeler que le bonheur va et vient, et je prie pour que vous le trouviez. Avec toutes ces connexions, Candace accuse Erika de quelque chose de bien pire que protéger des prédateurs. Donc aujourd'hui, Candace Owens affirme que j'ai tué mon mari ? Il y a une sérieuse épidémie de déshumanisation qui ravage notre pays. Profiter des pires tragédies est devenu monnaie courante. Alors évidemment, personne ne dit qu'elle a appuyé sur la gâchette pour tuer son mari, mais je l'ai prise plus d'une fois en flagrant délit de mensonge. J'ai largement prouvé sa malhonnêteté, mais ce qui se cache derrière cette malhonnêteté attend toujours d'être découvert. Dans la Bible, dans Romains 12, 21, il est écrit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais triomphe du mal par le bien ». C'est cette parole qui a guidé mon mari. Quand les gens ont de quoi penser que tu es impliqué dans du trafic et des meurtres, tu devrais plutôt répondre de manière formelle et par des faits plutôt qu'en citant des écritures, parce qu'on va rétablir une règle de base ici. Ce n'est pas parce que tu cites un proverbe ou un verset de la Bible que tu es automatiquement sanctifié. Il y a de nombreux criminels qui connaissent des versets ou même qui se tatouent des citations genre « Crains Dieu ». Oh, on a un parfait exemple d'ailleurs. On a P. Diddy qui s'est fait tatouer la Vierge Marie sur son dos. Est-ce que ça fait de Diddy un saint ? Est-ce suffisant pour ne pas le questionner sur ses soirées, sur les abus dont il est accusé ? Oh, et selon votre logique, on pourrait aussi ne pas l'interroger puisque le pauvre P. Diddy a perdu la mère de ses enfants, Kim Porter. Et oui, la mère de ses enfants est morte de manière tragique. Il se murmure d'ailleurs que P. Diddy pourrait justement être impliqué dans cette mort. Candace n'accuse pas Erika d'avoir tué Charlie, mais elle insinue clairement qu'elle est née dans les cercles d'élite qui ont tué Charlie, puisque l'enquête de Candace pointe vers l'idée qu'Erika ait été placée intentionnellement par ces groupes pour surveiller Charlie. Erika serait ainsi depuis le tout début la handler de Charlie, à savoir une sorte d'agent, une infiltrée, un espion chargé de contrôler, d'influencer la trajectoire de Charlie. Je pense que Charlie et moi avons été assignés à des handlers. C'est une expression que Kanye West utilisait beaucoup. Il affirmait être entouré de handlers. Je pensais sincèrement que ces histoires de handlers ne concernaient que Hollywood. Mais aujourd'hui, je suis plutôt convaincu que ça va plus loin et que Charlie et moi étions auprès de handlers. Et cette piste de Candace a du sens, puisque Charlie était très influent et avait même des chances de devenir président. Sauf que contrairement à beaucoup de politiciens, Charlie Kirk était très pieux. Il ne prenait pas une seule goutte d'alcool, encore moins des substances illicites. Il n'était clairement pas un profil pouvant être piégé dans des situations compromettantes, afin d'être contrôlé selon le mode opératoire du réseau Epstein. Dans une opération de chantage menée sur plusieurs années contre les personnes les plus puissantes de la planète. Alors pour avoir malgré tout un contrôle sur Charlie, sur ses futures décisions, sur sa trajectoire, sur la trajectoire des États-Unis littéralement, sa femme aurait pu être la clé, la solution ultime de ces groupes. Elle aurait été chargée d'influencer toute la vision du monde de Charlie, de s'assurer via leur connexion si intime qu'ils continuent de protéger certains marchés ou encore qu'ils soutiennent certaines positions géopolitiques. Erika était sa toute première vraie relation avec une femme. Vous ne mesurez pas tout ce que cela signifie. Il voulait rendre sa femme heureuse, notamment dans une perspective biblique, en pensant avoir épousé une femme proche de Dieu. Il la laissait co-diriger ses décisions sans émettre le moindre soupçon. Certains disent que tu serais une agent du Mossad, envoyée en mission pour contrôler Charlie, que tu serais en fait sa handler.
Alors, ma question pour toi est pourquoi il y a autant de théories conspirationnistes sur une affaire qui est pourtant évidente et avec un tir tout à fait normal? C'est parce que la vérité est trop simple. Et le meilleur agent espion est celui qui ne sait pas qu'il en est un. C'est toute la subtilité que décortique Candace, puisqu'Erika serait elle-même entourée de handlers, sa mère aux connexions très influentes qui l'accompagne partout et qui était la première à avoir tenté d'initier un contact avec Charlie. Ma mère m'a dit « Oh, bah va lui dire bonjour !» Il m'a été rapporté à plusieurs reprises qu'elle serait la personne qui souffle constamment à l'oreille d'Erika et qui l'influence dans ses choix. C'est elle qui lui indiquerait qui cibler. Mais il y a aussi des membres de Tipeee USA, dont Stacy Sheridan, qui est aujourd'hui l'un des principaux soutiens d'Erika. Tout chez cette femme me donne littéralement la chair de poule. Je la suspecte d'être impliquée dans quelque chose. Pour Candace, un vaste programme secret entourait donc Erika et l'aurait conditionnée depuis toute petite pour son rôle très précis. Et je ressens vraiment que chaque étape de ma vie était là pour me préparer à sortir avec lui. Alors qu'à l'école publique, le profil très prometteur de Charlie était remonté dans les hautes instances, Erika était de son côté dans une école privée financée par les familles Bush et Walton, des grandes familles très connectées au dossier Epstein. Cette école était située dans les locaux d'une école juive expérimentale dans la psychologie qui s'appelait The Looking Glass School, à savoir le nom d'un projet que plusieurs lanceurs d'alerte ont dénoncé comme étant lié à la CIA. Ce projet aurait pour objectif d'influencer les futures lignes temporelles en utilisant des technologies avancées gardées secrètes. Dans l'école d'Erika, qui a aujourd'hui été effacée des archives, Candace relève certains profils alarmants, notamment de personnes travaillant dans le contrôle des personnes via des substances. Candace relie tout ça à un autre projet de la CIA, le fameux projet MK, qui vise à programmer l'esprit d'une personne. Candace relie aussi ça à un film dans lequel devait apparaître Erika Kirk en 2012, le film November Renaissance. Ce film devait être tourné dans l'armée et avoir comme actrice principale Erika. Le film parle d'espionnage industriel, d'assassinat et de neurotechnologie au service du gouvernement et des institutions financières pour conserver leur pouvoir. Ce n'est pas une blague. Ce film explore à quel point la réalité d'un être humain peut être totalement contrôlée, manipulée par des puissances supérieures spécialistes de la programmation mentale. Tout ça s'appelle la révélation de la méthode dans leur doctrine. Ils doivent nous montrer la vérité d'une manière ou d'une autre pour qu'on accepte implicitement leur mode opératoire. Oui, c'est fou, mais vous n'avez pas encore compris que nous sommes face à des vrais psychopathes ? On va écouter directement le réalisateur parler du film. Les questions qui nous intéressaient pour ce film étaient de savoir comment manipuler les sens de quelqu'un au point qu'il croit à une fausse réalité, alors qu'en réalité, une toute autre chose se déroule sans qu'il ne s'en rende compte. Qu'est-ce qui se passe dans un monde où, grâce aux technologies, le cerveau est un disque dur et la connaissance est un programme installé en vous? Erika serait contrôlée de cette manière pour assurer la stabilité de certaines organisations, mais Candace suspecte Charlie d'avoir tout compris. Dans ces dernières semaines, Charlie explorait les dossiers Epstein. Il a forcément dû s'intéresser aux liens existants avec l'agence de mannequins de sa propre femme. Il a pu aussi y voir des parallèles entre ce qu'il lisait dans les dossiers Epstein et le passé d'Erika, mais aussi avec la pression en interne qu'il subissait dans sa propre vie. Candace pense que Charlie avait aussi compris qu'une agence de renseignement le pistait. Je vais vous donner 2 détails importants sur Charlie. Tout d'abord, il avait une vraie passion pour les avions. Dès qu'il en voyait un, il me disait toujours plein d'informations sur l'avion du style « Il date de telle année, il a été retiré en telle année pour tel défaut ». C'était quelque chose qui me surprenait parce que honnêtement, c'est des infos pour lesquelles je ne m'étais jamais intéressée, mais pas lui. Il aimait les avions, il aimait tout savoir à leur sujet. Et deuxième info,
Charlie avait une mémoire photographique exceptionnelle. Il se rappelait de tout ce qu'il pouvait voir. Je vous assure qu'il connaissait les numéros de téléphone des gens par cœur. C'était un véritable fichier Excel ambulant. Alors je suspecte qu'en atterrissant à Salt Lake City à 9h23, il a aperçu l'avion égyptien bleu qui était déjà arrivé et que via les historiques de bord, ce n'était pas la première fois qu'il l'apercevait. En le voyant possiblement une nouvelle fois, il a sûrement pu comprendre que quelque chose clochait. Charlie aurait ainsi découvert la vérité sur sa femme, la vérité sur le gouvernement, sur la façon dont notre monde fonctionne vraiment, et serait mort pour avoir décidé de ne pas se soumettre à ces règles. Charlie Kirk a été éliminé pour protéger un réseau de trafic international. Vous avez voulu contrôler sa vie, vous avez placé des gens dans son entourage et vous pensiez également pouvoir contrôler la perception du public sur sa mort. Mais vous avez échoué. Que comptez-vous faire maintenant ? Continuer à tuer les personnes dérangeantes en pensant que les gens continueront à croire que ce ne sont que des accidents ? Rendez-vous à l'évidence. La mort de Charlie met un terme à votre jeu, parce que les gens ne vous croient plus. L'enquête de Candace, vous étiez averti, va donc très loin. Candace reçoit beaucoup de critiques, les médias, les équipes de Tipeee USA l'accusent d'harceler Erika, de détruire l'héritage de Charlie, de vouloir se faire de l'argent sur la mort de son ami. Certains accusent Candace d'être devenue folle, de s'être totalement coupée de la réalité. Donald Trump en particulier l'a accusée de ne pas vérifier ses sources, d'avoir un faible QI et d'être beaucoup moins belle que Brigitte Macron. Alors, qui est la plus belle entre Brigitte et Candace ? Chacun peut se faire son avis, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais ce qui a matière à faire débat, c'est l'enquête de Candace. Est-ce qu'elle s'est vraiment dirigée vers de mauvaises pistes ? Est-ce qu'en assemblant toutes ces coïncidences, elle s'est vraiment perdue et éloignée de la vérité ? Ou est-ce qu'au contraire, tous ces éléments l'ont plus que jamais conduite vers la vérité ? Forcément, cette seconde possibilité fait écho avec les prophéties de Charlie. Il ressentait en 2018, sans totalement comprendre de quoi il parlait, que c'est Candace qui allait tout dévoiler. Mettre fin au combat qui se passe dans l'ombre en dévoilant la vérité sur sa propre mort. Selon Charlie, Dieu l'a mis en relation avec Candace pour cette raison précise. Il pensait qu'elle serait son David et la dame de fer de l'Amérique, écoutée par millions. Elle serait inarrêtable et clivante de vérité. Candace est effectivement passée podcasteuse la plus écoutée dans le monde, et à côté de ses détracteurs, il y a aussi beaucoup de personnes qui croient en ses enquêtes et en son intégrité. L'argent m'importe peu. Je ne l'emporterai pas avec moi en partant. Je n'emporterai ni maison, ni voiture, ni relations prestigieuses. Tout ce qu'on vit n'est que poussière. Tout est éphémère ici. Ce qui compte se joue après. C'est là que tout se décide. Seras-tu accueilli ou rejeté dans la vie éternelle ? Je vous assure que c'est cette conscience qui me pousse à n'avoir aucune peur, à prendre tous les risques. Je sais que c'est ma place pour le paradis que je joue et que ceux qui sont derrière la mort de Charlie ont déjà choisi leur chemin tout tracé pour l'enfer. Candace a commencé par mettre le doigt sur certaines anomalies plutôt culturelles. Écoutez un peu ce que Jay-Z apprend à faire à vos enfants. Puis elle en a exploré la dimension politique. La culture sera toujours l'instrument de la politique. Si tu détiens la culture, alors tu détiens la politique. Elle a décelé quel programme secret y était associé. C'est là-bas qu'il y a la vraie obscurité. Ces gens-là ne croient pas en la démocratie. Puis a décelé la dimension spirituelle. Tout fait sens si vous reliez les points. Le plus grand plan du diable est d'avoir réussi à faire croire aux gens qu'ils n'existaient pas. C'est la signature de notre société occidentale d'aujourd'hui. Mais toutes les anciennes civilisations savaient que ces choses étaient réelles, qu'il y a une guerre spirituelle. Cette enquête en 4 temps sur notre monde et ses zones d'ombre l'a finalement amené à pointer du doigt une vaste conspiration, éliminant délibérément chaque personne influente et intègre ayant démasqué la mascarade. Une conspiration pour laquelle Charlie Kirk s'est, selon elle, sacrifié. Chacun a sa propre mission, son propre appel. Moi, mon appel n'est pas le plus simple. Je suis là pour me battre contre le mal.
L'un de mes versets préférés de la Bible est le psaume 97, verset 10. « Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. » Alors, je mets mon don au service de ce verset. Je me sens aligné à me battre contre tout le mal qui ravage notre pays. Charlie rêvait en 2018 de son propre sacrifice. Il y a une vraie pression pour nous pousser à ne pas donner d'importance à nos rêves, à ignorer nos intuitions. Et aujourd'hui, Candace affirme faire des songes très vifs de Charlie. Ce week-end, j'ai fait un rêve très vif dans lequel Charlie est venu me rendre visite. Il m'a affirmé qu'il a été trahi. Alors, évidemment, vous pouvez penser que ça n'a aucune signification, ne pas y croire, mais personnellement, j'y crois. J'ai vraiment ressenti que c'était lui, et j'ai ressenti que la vérité éclatera sur cette trahison, que rien ni personne n'empêchera la vérité d'éclater, et que cette vérité aura des répercussions internationales. Alors est-ce que Erika fait partie de ces personnes ayant trahi Charlie? Est-ce qu'elle en est consciente? Est-ce que Candace est vraiment en train de faire éclater la vérité? Ou est-ce qu'elle est tout simplement partie trop loin? Je vous invite à partager votre avis en commentaire que j'ai comme toujours hâte de lire. Et pour vous faire un avis plus complet sur toutes ces questions, je vous invite à fouiller un peu la chaîne, puisque toutes les vidéos sont plus ou moins reliées à ces zones d'ombre des hautes sphères. Je vous dis à très vite dans les coulisses de la fame. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, ciao.